radiopirate.com. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. OK, on va essayer de pas trop traîner aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de stock à vous offrir. Sur le Prime, il y en a énormément. On sait que Carlos de Punisher est out jusqu'à la fête du travail. Donc, on a beaucoup de stock à vous offrir pour les membres, les gens également sur le live, et ça inclut les membres. Vous avez énormément de stock. On a Nicolas Gagnon, on a un lab avec Mr. White. On a également une méga boîte à pizza du vendredi avec Jerry. Et si vous êtes Prime, on a du stock. On a du stock. Donc, entre autres, le retour de Gilles Parent aujourd'hui. Juste vous dire que, je le dis dans d'autres podcasts, là, mais Carlos me faisait le message que si vous êtes client ou encore intéressé à la loto américaine, c'est 700 millions de dollars pour changer votre vie. Peut-être que vous allez pouvoir vous évader. Donc, 700 millions de dollars, ça peut changer une vie, c'est clair. Donc, vous allez sur Loto Amigo. Le tirage est samedi. Mon nom est Jeff Fillion, c'est un bon vendredi. Il fait beau, c'est extraordinaire. Donc, profitez-en. Bon week-end tout le monde. Comme je vous disais, je vais essayer de ne pas traîner trop, mais il y a quand même quelques petites affaires qu'on doit parler aujourd'hui. C'est drôle là, parce que le vendredi, je ne sais pas si vous avez remarqué, le vendredi, c'est quand même la journée la moins lourde de la semaine. On prépare le week-end. C'est tant mieux de même. Mais on a la commission Galant, OK? On sait très bien que la commission Galant, ça mènera à rien. T'sais, on sait très bien que c'est un genre de show de boucan, c'est un show pour essayer de nous calmer. Quoique ça semble pas bien shaker les Québécois, c'est ça qui est le plus bizarre. Les Québécois semblent embarquer dans toutes sortes d'affaires. Ça ne leur dérange pas. Ils ont perdu 1,2 milliard dans un site web. Et les Québécois qui sont aux fraises, souvent ils sont aux fraises, ça ne semble pas les déranger plus qu'il faut. Hier, c'était le tour de François Bonnardel. François Bonnardel, au moment où il était le ministre, imaginez-vous, François Bonnardel a été ministre des Transports. C'est quand même quelque chose. Ça me fait toujours rire quand on parle des équipes, des partis politiques que les médias et que la gauche n'aiment pas. Entre autres, ils vont parler de Poilievre, ils vont parler d'Éric Duhaime, mais ils ne regardent jamais de leur côté. Regardez l'équipe du PQ actuelle, c'est une équipe des cégepiens, là, on est un peu tout croche. Mais la CAQ la CAQ est quand même number one là-dedans. Là. Tu sais, rien contre les commerçants, rien contre les gens qui se partent une petite PME. Mais comment un gars qui opère un Vitro Plus, tout mon respect, là, j'ai un de mes chums, Eric, qui a opéré ce genre de business-là pendant longtemps, tout mon respect. Mais mon chum Eric, c'est le premier à vous dire qu'il n'est pas qualifié pour être ministre des Transports. Donc, comment ça peut arriver? Bien, ça peut arriver de comment on vote. C'est le même que ça arrive. Nous sommes responsables de ce genre de patente-là. Nous élisons maintenant un peu n'importe qui. On se débarrasse. On vote parce qu'on a une genre de... Là, on vote, on veut du changement. Du changement de quoi? Vous avez du changement. Il n'y a pas de changement entre la CAQ et le PQ. Ce sera juste la CAQ 2.0, parce que là, actuellement, on a le PQ 2.0 au pouvoir, mais on va revenir avec la CAQ 2.0. Ça ne changera absolument rien. Mais pour les Québécois, changer de visage et changer de logo, c'est le plus gros changement qu'ils peuvent faire pour être sûr de ne pas être trop shaké. C'est du monde quand même qui ont peur quand il fait 31 degrés et quand il arrive une petite grippette, quand même. Il ne faut pas trop les shaker. Donc, François Bonnardel, on peut écouter le ton de cette journée d'hier, mais je vais vous donner un peu le bilan de sa journée. En fait, il ne se rappelle de rien. Les dossiers SAGIR, dans ces dossiers Santé Québec, est-ce que ça aussi, ça vous dit un petit quelque chose? Vaguement. Donc, est-ce qu'on parle, j'imagine, aussi de la gestion de risque, du mode agile, puis les particularités du contrat? C'est vague, monsieur le procureur. Non, j'ai pas l'information pourquoi ça fut... ça peut paraître long, j'en comprends, mais... 15 février 2021, à laquelle vous participez, que Mme Tremblay indique qu'il y a 44 millions supplémentaires. Donc, on passe de 6,38 à 6,82. Est-ce que c'est votre souvenir également? Non. Ça, non. Il n'y a pas de souvenir. OK, donc le résumé de la journée, c'est qu'il n'y a pas de souvenir. OK, c'est bien compliqué, là. 22 fois, il s'en souvient pas. OK? 18 fois, j'ai pas de mémoire. 3 fois, pas de mémoire. Et je m'en souviens pas une fois. Donc, pour un total de 22 fois. C'était le bilan de sa journée. C'est ridicule. OK? C'est ridicule, toute cette histoire-là. Il n'y a personne qui va finir en prison. Il n'y a personne qui va perdre sa maison. Il n'y a personne qui va perdre ses REER.
Il n'y a personne qui va avoir, comme j'ai déjà eu, des huissiers dans la maison qui sont en train de faire l'inventaire même de la tondeuse dans le garage pour être sûr qu'est-ce qu'on peut aller chercher pour payer un jugement où on a dit quelque chose de pas gentil. Mais quand on crosse les Québécois, il n'y a aucune conséquence sur la job, sur le poste, sur les REER de ces gens-là, leur fonds de pension, leur maison, leurs avoirs, comme d'autres au BAT. Des gens d'affaires ont ça. Donc, les gens qui sont en affaires ont ce genre d'épée de Damoclès, surtout au début, quand vous n'êtes pas très organisé. Quand vous prenez les risques du départ, il y a ces risques-là. Eh bien, pour un politicien de fourrer du monde pour 1,2 milliard avec un fucking site web qui doit être fait maintenant par l'AI pour à peu près 50 000 $, il n'y a aucune conséquence. Donc, bilan de la journée d'hier, François Bonnardel n'a aucune crise d'idée de ce qui se passait alentour de lui. Il y a un bout de moi qui ose croire que peut-être qu'il dit la vérité parce qu'on engage et on nomme des politiciens qui deviennent ministres et qui n'ont pas ce qu'il faut, pas le CV, pas la carrure, pas... Et c'est un peu à cause de ça que les Québécois ont la chienne de Donald Trump. Parce que le gars est un fucking doer, comme je le disais. Cette semaine, le gars sait exactement où il s'en va. Le gars met son poing sur la table quand ça ne marche pas, fait des choses qui sont, aux yeux de certains, extrêmes, parce qu'il fait quelque chose. Nous, on est habitués d'avoir des gens qui s'assoient sur leur steak, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils connaissent. Eh bien là, on le voit. Le gars connaissait rien, il n'était pas au courant de rien, il n'a aucun souvenir de rien. Et ça, d'après moi, c'est ce qui explique, je dirais, l'échec du modèle québécois depuis à peu près 30, 40 ans. Donc voilà, ça se continue. Il n'y aura pas de conséquences à ça. Il n'y aura pas de conséquences à ça. On a différentes... Je vais me promener d'une place à l'autre. C'est sûr que si vous êtes dans juste une seconde, quand vous écoutez ça, OK, je pourrais vous le faire entendre encore pendant 2 minutes et demie de temps, là, où est-ce qu'il vous dit qu'il ne se souvient de rien. Mais à un moment de... Je me rappelle très bien que quand on jouait à l'innocent de même, et qu'on avait affaire à quelqu'un avec un peu de couille puis un dos un peu douette, avec une colonne vertébrale. Mettons votre père. Les pères d'aujourd'hui n'ont plus ça, là, mais les pères du temps l'avaient un peu. Essayez donc d'aller faire ça à votre père, il y a 30, 35 ans, quand tu arrives d'un genre de party puis tu viens de scraper le char. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas, il n'y a pas de journée. T'as un esti de claque en arrière de la bolle, là. C'est de même que ça finit. Donc là, il n'y a pas de claque en arrière de la bolle. C'est quoi les conséquences? Le gars, il est juste à dire ça, il est juste à dire, bon, je ne me souviens plus. C'est quoi les conséquences? Il y en a zéro. On passe à l'autre question. Il y en a zéro. Quand il y avait des claques en arrière de la bolle, le monde ne pouvait pas se sauver de même. On est devenu une société de chouchounes. C'est ça notre problème. Différents... je vais faire le sujet de l'Ukraine peut-être à la fin. Tiens, je vais le faire vers la fin. Parce que il y a plusieurs qui veulent que Trump n'arrive pas à ses fins d'arrêter la guerre. Ça, c'est quand même spécial. Trump est un guerrier. Ça, c'est à leurs yeux. C'est un Hitler. C'est quelqu'un qui va partir la 3e guerre mondiale. Et quand il termine des guerres, on ne le veut pas. Ça, c'est spécial. Donc, je vais vous parler du dossier de l'Ukraine parce qu'il y a eu des choses qui ont brassé au cours, je vous dirais, dernières minutes, dernières heures, dépendamment de quand vous entendez ce podcast-là. Mais c'est passé quelques affaires. Ce que je retiens aujourd'hui, pas énormément de nouvelles, pas de nouvelles qui shake la place tant que ça. D'abord, je veux saluer des politiciens qui osent, à nos yeux, ça ne l'est pas. À nos yeux, ça l'est zéro. Mais dans le contexte du Canada et du Québec, d'aller parler de ce genre de choses-là, c'est quasiment dangereux alors que tout le monde est pour. Là. Mais les politiciens ne vont pas là parce qu'ils ont peur des journalistes. C'est comme ça. Ils ont peur des journalistes qui, eux autres, n'ont plus d'influence, zéro. Mais ils ont encore peur des journalistes qui ont pourtant zéro influence. T'sais,
Un texte sur Spotted de marde a plus d'effet qu'une manchette dans la presse, là, on va se le dire. Mais l'histoire qui est arrivée, là, qu'un homme a été arrêté, il va passer devant la cour, je rappelle l'histoire. L'homme, il y a quelqu'un qui rentre chez lui pour le voler et le battre. OK? Donc, des criminels rentrent, quelqu'un rentre dans une maison qui appartient à quelqu'un. Il n'est pas chez eux. Et la personne qui est victime de ce crime, contrairement à 95% des gens, décide de se lever et confronte le bandit. Réussit à le mettre sur le dos et le tenir. Crée une volée. Et là, la police arrive. Ils ont arrêté le criminel. Mais ils ont aussi arrêté le gars qui s'est fait défoncer sa maison. Parce qu'il aurait probablement battu le gars. Donc, je résume l'histoire avec quelques images, là, mais vous comprenez un peu la patente. Bien sûr que les politiciens de gauche ou les médias ne dénoncent pas ça. Les médias ont raconté l'histoire, mais il n'y a pas de consensus médiatique et politique là-dessus. Jusqu'au temps que Pierre Poilievre fasse un tweet. Il a repris un tweet de Ezra Levant de Rebel News. Et Pierre Poilievre dit « Quand quelqu'un rentre chez vous, vous avez tous les droits. Quand quelqu'un rentre chez vous et qui vient faire un crime chez vous, vous avez le droit de vous défendre. » C'est la base, ça. Là. Donc, lui, il le fait. Et la première ministre de l'Alberta, pourquoi? C'est pas grand-chose. Mais ça vous montre que les nôtres proches de chez nous, que ce soit Carney, que ce soit Legault, mettez même l'autre à côté, le gros Ford, ne sont pas capables d'aller là. Donc, quand c'est quelque chose d'aussi banal, on est obligé de vous le passer parce qu'on trouve ça héroïque. Ce qui est parce qu'il y a zéro rapport. Mais on le fait pareil parce que ça nous donne espoir qu'il y a encore des gens qui ont une colonne. I wanted to get your reaction to an incident, I believe, in Lindsay, Ontario, where a man is now facing criminal charges for defending himself. Donc, Mme Smith, la PM de l'Alberta, donc la première. From a home intruder. What are your thoughts on that situation? Well, if you don't want to get shot or beaten up, don't break into people's houses. Pretty straightforward. That's it. Est-ce que vous pensez qu'un gars comme François Legault est capable de répondre ça? Est-ce que vous pensez que Mark Carney est capable de répondre ça? Est-ce que vous pensez que Valérie Plante est capable de répondre ça? Est-ce que vous pensez que Bruno Marchand est capable de répondre ça? Est-ce que vous pensez que Sam Hamad est capable de répondre ça? Hey, Sam Hamad! Sam Hamad sur les réseaux sociaux, c'est vous ce qu'il va être, Sam Hamad? Il va être sur Blue Sky, câlisse. Quand je vous vois vous en aller vous présenter avec Sam Hamad en pensant changer quelque chose, vous êtes drôle en joie le vert. Sam Hamad ne sera pas sur X, il va être sur Blue Sky avec l'autre gang. Ça dit quoi sur lui? Ça dit qu'il est dans l'autre gang. Il y a juste les morons qui vont sur Blue Sky. Come on! Si tu veux pas être lu, va sur Blue Sky. Si tu veux être avec la gang de débiles de gauche, va sur Blue Sky. Ben, c'est ce que Sam Hamad fait. Vous pensez changer quelque chose avec Sam Hamad? Regarde. Amenez Stéphane Lachance et Respect citoyen plus Chris. Come on. Bruno Marchand et Sam Hamad, c'est deux gars qui se ressemblent pas mal. Pas mal plus que vous pensez. Anyway. Donc, je vais vous le présenter. Il n'y a rien d'héroïque là-dedans. Mais ça l'est devenu avec le temps. C'est ça qui est complètement cinglé. C'est complètement cinglé. Complètement. J'ai aimé le tweet de mon chum producer de Radio Pirate, Mr. White, qui nous offre un genre de, je pense que c'est un TikTok ou un Reel ou une vidéo qui se promène un peu partout, d'un homme qui nous montre comment une voiture est taxée au Québec. Donc, une voiture au Québec est vendue 4 fois. C'est les stats. Ça dure à peu près 10 ans. Et elle est vendue 4 fois. Une voiture de 40 000 $ vendue 4 fois, eh bien, c'est à peu près 20 000 $ de taxes de vente que le gouvernement va venir chercher dans vos poches. C'est incroyable, pareil. Hein? Donc, 33 % de 33 % de la valeur, 33, ben plus que ça.
Donc, plus que ça. Non, c'est une voiture de 60 000 excusez. Au départ, neuve est à 60 000. C'est 33 % de la valeur parce que c'est le seul bien qu'on retaxe à la vente usagée. Quand même un peu débile. Rajoutez à ça toutes les autres taxes qu'il y a, le nombre de cylindrés, la taxe de luxe si jamais le véhicule est plus cher. C'est une place de fou. C'est carrément une place de fou. D'ailleurs, si vous voulez qu'on en parle, on va être avec Nicolas Gagnon dans un des podcasts. On va parler entre autres des taxes sur l'essence et de différentes affaires aujourd'hui. Donc, mon dernier bout sur l'Ukraine. Je veux juste envoyer un message à ceux qui avaient des petits drapeaux de l'Ukraine. Ceux qui ont passé des seringues à l'Ukraine. Ceux qui ont passé de l'arc-en-ciel aux seringues au drapeau de l'Ukraine. Vous êtes fait fourrer en joie le vert. Le clown qui veut pas la fin de la guerre, dans les trois, c'est pas Trump, on le sait. C'est pas Poutine. Poutine, oh! Le clown qui veut pas la fin de la guerre, c'est Zelensky. Tout de suite après être parti de Washington, a commandé une attaque par drone, avec une réplique, bien sûr, de la Russie. Donc, pour être certain de déstabiliser Poutine, pour envoyer le message que je ne plierai pas. Donc, la fin de la guerre, c'est entre les mains de Zelensky. Vous appuyez depuis 2 ans et demi, 3 ans, un hostie de voyou. Un pays voyou, le pays le plus corrompu de la Terre, où vous avez envoyé des milliards de dollars à quelqu'un qui n'est pas sérieux. Là, on a vu cette semaine. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Pendant un bout de temps, on pensait, ben oui, les gens anti-Biden pensaient que c'était Biden. Pensez-vous que Biden est assez réveillé pour envoyer une équipe faire sauter un pipeline qui relie la Russie à l'Europe? Dans l'eau. Pensez-vous sérieusement que Biden avait ce qu'il fallait? Oh ouais, mais quelqu'un... Finalement, c'est exactement ce que je pensais depuis le départ. C'est les Ukrainiens qui ont fait ça. On a arrêté le master, on a arrêté le king de cette histoire-là. Cette semaine, dans une station balnéaire, dans une place extraordinaire en Italie, les gars avaient tout planifié le patente, jouaient aux touristes. Jerry nous l'a expliqué cette semaine, jouaient aux touristes avec un voilier. Et finalement, c'était bourré de bombes. Ils savaient exactement ce qui s'en allait. Et c'est eux qui ont mis l'Europe dans la marde. Et les innocents d'Européens qui continuent d'envoyer de l'argent à l'Ukraine et de supporter l'Ukraine. Eux qui ne sont pas capables d'avoir la quantité d'électricité en raison du manque de gaz qu'ils ont besoin pour climatiser des centres d'achat, climatiser surtout des supermarchés, et se chauffer comme du monde l'hiver. Tout ça à cause de qui? À cause de l'Ukraine. C'est eux qui ont fait péter le pipeline dans l'eau. Donc, on a arrêté le boy cette semaine. Puis, on est sur le bord d'arrêter toute sa gang. Donc, ça, c'est la première chose qu'on le savait, on s'en doutait. Mais là, maintenant, on le sait. We know. Et là, depuis quelques heures, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? On vient d'apprendre que Zelensky, avec des drones, a attaqué un autre pipeline. C'est le pipeline qui fournit d'autres pays, dont la Hongrie. Des pays qui ont donné un coup de main à l'Ukraine. Des pays qui ont soutenu l'Ukraine. Et Victor n'est pas content. Là. Victor dit, ben là, c'est notre seul moyen d'avoir du pétrole et du gaz. What the fuck? Et Trump n'est pas content non plus. C'est arrivé dans les dernières heures, très, très, très tôt ce matin, cette affaire-là. Là. Wow! Quel enfant de chienne! Vous pouvez enlever vos sacrements de drapeau. Mettez donc votre seringue. Vous allez avoir moins. Au moins, vous allez pas déranger personne. Là, avec vos simonacs de drapeaux, vous nous coûtez des milliards parce que vous envoyez le message aux politiciens qu'on doit appuyer cet esti de pays voyou qu'est l'Ukraine. Pays de voyous. Pays de voyous. Toujours été un pays de voyous. C'est ce qu'on pensait d'ailleurs d'eux autres en 2015. Ça a juste changé avec les années. Alors que c'est la même maudite affaire que c'était en 2015. Anyway, donc voilà pour les Radio Pirate News d'aujourd'hui, vendredi. Une tonne de podcasts à venir. Autant pour les gens qui sont les Pirates Cheap, donc sur Radio Pirate Live, que les membres de Radio Pirate. Bon week-end. Il fait beau, profitez-en. Mon nom est Jeff Fillion. Mon nom de toute l'équipe. On s'en parle avec d'autres podcasts en début de semaine. See ya! I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate.
radiopirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Le labo de Mr. White. Qu'est-ce qu'on a comme audio, mon ami Mr. White? Lucien Bouchard. Lulu. Parce que Lucien Bouchard, lui, dans le conflit présentement là, entre les médecins puis le gouvernement, lui, il est avocat pour les médecins. Il est avocat pour les médecins. Non, lui, il négocie avec Dubé. Oui. Lui, c'est un avocat à 80 ans qui travaille 50 heures par semaine. Incroyable, pareil. Et là, cette semaine, il a passé dans plusieurs médias, puis j'ai écouté le bout à Midi Info avec Alec Castonguay. De la misère à dire ce nom-là, on dirait. On dirait que ça se dit mal. Alec Castonguay. Ça, c'est bien. Là, lui, c'est l'animateur de Midi Info. Puis à un moment donné, ils ont parlé de cette affaire-là. Puis Lucien, moi, j'appelle ça chatouiller Dubé. OK. Puis on va écouter le bout. Et négocier avec. C'est comme un chatouillement, mais c'est comme une petite claque. Tu sais, des fois, tu donnes une petite claque sur le côté, là. Ouais. Pas tout à fait d'en face. Écoute, Dubé, ça a l'air qu'il est bien bon, là, mais comme ministre de la Santé, il est pourri. Mon feeling, c'est qu'il n'y a pas de taille avec lui. Ouais. Lui, il est trop fort. Lui, il est trop fort. On écoute le bout. Oui. Christian Dubé a répété dans les dernières heures là, que le ministre, les gouvernements en général, en fait, les ministres de la Santé et les gouvernements en général ont cédé plusieurs fois aux médecins dans les dernières années. Il a dit 5 fois depuis 50 ans, on a tenté de réformer la rémunération des médecins, de les encadrer mieux parce qu'ils sont des travailleurs autonomes dans le système, leur imposer certaines conditions, puis toujours les gouvernements ont reculé, puis dit « moi, je reculerai pas ». Mais vous avez l'impression que c'est un combat personnel de la part de Christian Dubé? C'est lui qui devrait répondre à la question. Mais moi, ce que je constate, c'est que pour M. Dubé, faire une entente avec une rencontre de conciliation réciproque, ça, c'est céder. Oui. Pour lui, la négociation, c'est pas céder, c'est imposer ce qu'on veut. Et M. Dubé, malgré toutes ses qualités, moi, ce que je perçois, je peux me tromper, c'est que quelqu'un qui est névralgique à la négociation. Il s'impatiente vite. Il trouve ça difficile et long. Ça l'est. Mais c'est la démocratie. C'est comme ça qu'on règle les problèmes en démocratie. Et M. Dubé aime beaucoup décréter, beaucoup légiférer. Il se vante d'adopter ce projet de loi. Il l'a dit ce matin. Je vais adopter ce projet de loi. Donc, des lois pour empêcher ci, des lois pour imposer ceci, des décrets, et ainsi de suite. Et là, la loi ultime, là, la PL... projet de loi 106, là. 106. Ouais. Moi, je suis apporté à croire que M. Dubé, qui a été au centre de la gestion de la crise de la pandémie, procédé par décret, par loi, et il a pris le goût de décréter. Il a pris le goût d'imposer. C'est pas comme ça qu'on exerce le pouvoir. Alors, de blâmer les gens qui ont fait des ententes avant, c'est trop facile. Chaque fois qu'il y a eu des discussions, les gens ont fait des compromis, puis c'est d'arriver à une entente. Entente. C'est sûr qu'il y a eu des concessions, mais il y en a eu des deux côtés. C'est comme ça qu'on arrive. Alors, si on pense qu'on va imposer sans concession, on présente des projets de loi comme PL 106. C'est une leçon qu'il fait. C'est une leçon. C'est là que tu vois que Dubé, je ne sais pas c'est quoi son... ça a l'air que c'est un redresseur d'entreprise. Bon, OK, parfait. Mais dans le rôle que là, tu vois que le gars, il n'a pas de classe. Le gars, il n'a pas de classe. Et je suis tellement content parce que c'est ça que je partais pour dire. Je partais pour dire ce que Bouchard est en train de nous raconter là, cette maladie-là, la CAQ et les politiciens et les hauts fonctionnaires ont pogné ça pendant la COVID. OK, tu pensais à ça déjà? Ben oui, c'est sûr que c'est ça. Et Lucien est allé le dire. Il dit... Ouais, mener le Québec par décret, c'était un gouvernement autoritaire. Là. Ah, il a pris goût. On était dans une... C'est quoi le nom? Une autocratie? Une autocratie, c'est ça, Jerry? Je vais vérifier le mot. Il me semble que c'est ça. Je pense que c'est ça. On était dans une époque où on avait un gouvernement autoritaire. Et ces gens-là fonctionnent encore de même. Tu sais l'expression que tu disais, là? Goûter le sang. Là. Ben oui, c'est un chien goûte le sang, c'est fini. C'est autocratie, exactement. Autocratie. Il y a des gens, il ne faut pas aller là. Oui, on peut aller là. D'ailleurs, on a des reliques de ça. On a des reliques. Tout ce qu'ils font comme pendant la COVID. Hey, t'as un premier ministre qui n'est même plus légitime quand tu regardes la cote puis tout le... Tu sais, je veux dire, hey, imaginez-vous si 93% des Québécois voulaient 93% des Américains voulaient crisser dehors Trump. Oui. Qu'est-ce qu'on dirait ici? Qu'est-ce qu'on légitime? La dernière élection dans Arthabasca, c'est ça.
C'est 93% des gens de là-bas ont dit à la CAQ et à Legault, on ne veut plus. Mais ils signent pour des patentes de milliards pareils. Ils signent des patentes de milliards, ils se comportent. Puis là, on va voir les ministres, puis, non, c'est l'homme de la situation. Dans quel pays que quelqu'un, tout le monde l'haït, puis il le garde au pouvoir? Dans quel genre de pays ça arrive, ça? Dans des pays où les dirigeants, ce sont des régimes autoritaires. Dans un système démocratique, le gars, il est démissionné. Dans une vraie place démocratique, le gars, il a démissionné. Hey, il n'y a pas longtemps, Bernard Landry a démissionné après que 72% des membres le voulaient encore comme chef. Il trouvait que c'était pas assez lui-même. Il trouvait que c'était pas assez. On parle d'un péquiste. Oui. Moi, même si on s'est pogné, lui puis moi, là, puis que des fois, il faisait des speeches, me planter, là, puis que j'ai rentré dans sa chambre quand il a été opéré pour l'appendice, par accident. Par accident, c'est ça. Parce qu'il y a eu l'appendicite en même temps que ma soeur, qui est dans la chambre à côté. Je me suis trompé de chambre, j'ai rentré dans la chambre du premier ministre, le gars à côté, je ne sais pas trop, il dormait. Le gars qui surveillait la porte dormait bien raide. Mais c'est un gars que je respecte. C'est un gars que je respecte. Bernard Landry, je le respecte. J'ai déjà eu en entrevue, j'ai déjà fait une couple d'entrevues avec Bernard Landry, puis malgré qu'on n'était pas à la même place, on était capable de se parler. Là. Puis, mais lui, moi, je trouvais qu'il n'y avait pas d'affaire à démissionner à 72%, mais il l'a fait. C'est tout en son honneur. OK? L'autre, il ne reste même pas 8-9% d'appui. La CAQ, on a parlé avec Yann et Frank hier, la CAQ va se ramasser dans tous les sondages qu'on a depuis à peu près 6 mois, 0 député. Et on questionne la gang, puis, non, il est vraiment l'homme de la situation. Martine Biron, non, c'est l'homme de la situation, pas à peu près, là. Non, c'est notre homme. Mais voyons donc, quel genre de parti politique peut faire ça? Arrêtez de parler de la Russie puis de toutes les places bizarres. Vous êtes pire. Ben, c'est ça que Bouchard dit. Je suis tellement content qu'il ait fait le lien avec la pandémie. Ça veut dire que Bouchard, il n'était peut-être pas dans notre gang à 100%, mais il n'a pas bien aimé ce que le gouvernement a fait. C'est ça que je lis entre les lignes. Es-tu d'accord avec ça, Jerry? Quelqu'un qui goûte au sang, c'est fini. Fini. C'est terminé. C'est fini. C'est terminé parce qu'après ça, Il a mené par décret. Voilà. Tu faisais ce que tu veux. Ben oui. C'est qu'il voulait. Fait que là, à un moment donné, tu dis, hey, t'as peu, là, faut. Moi, je l'adore, Lucien Bouchard. Là, il faut discuter. Discuter de quoi? Pas discuter, là. Il n'y a pas grand monde du calibre de Bouchard au Québec qui ont passé par où ce que lui a passé, qui ont osé dire une affaire de même. Moi, c'est pour ça que les péquistes l'haïssent. Parce qu'il est bon. By the way, ça n'a pas été relevé par personne, ça. Pas été relevé par personne. Peut-être. Moi, très fort. Très fort. J'adore. Autre audio de Lucien. Je vais le donner à Alec Castonguay. Moi, j'ai vu Lucien fâché à un moment donné. Ah oui? D'une réunion à l'abbé. OK. On était au Grand Théâtre. La pièce en arrière. Lucien qui se fâche. Si bon. Lui, il ne fait pas de détour. Moi, j'aime ça. Moi, j'ai toujours aimé les profs raides. J'ai toujours aimé quelqu'un qui dit sa pensée. J'ai toujours profité des profs mous parce que je savais que je pouvais. Mais j'ai toujours du respect pour ceux qui étaient assez carrés. Puis qui disaient la vérité. Bing, bang, tu vas dire ce que je pense. Puis qui n'avaient pas peur des conséquences. Ben, Bouchard, il est le même. C'est pour ça qu'il dit ça. Il n'a pas peur. C'est pas un peu heureux, lui. C'est pour ça que les péquistes l'haïssent autant. Avez-vous vu les commentaires des péquistes un peu partout sur les réseaux sociaux depuis qu'il a parlé cette semaine? Ils sont dégueulasses. C'est pour ça que vous n'aurez jamais votre pays. Vous êtes des humains. Vous êtes terribles. Vous êtes laids et affreux. Affreux en dedans. En dedans. Laid à l'extérieur et affreux en dedans. Vous ne bâtirez, vous reniez celui qui a manqué vous donner le pays. Vous êtes affreux. Vous êtes salauds. Vous ne bâtirez rien. Vous allez mourir avec votre projet parce qu'il s'en vient trop tard. Vous ne réussirez jamais à avoir du monde avec vous autres. Vous êtes trop fous. Dans votre secte, vous êtes trop fous. Ce n'est pas les pirates le problème. C'est ceux avec les fleurs de lys le problème. OK? Vous êtes fous. Vous êtes laids dans l'ensemble de votre être. Hey, il a manqué vous donner la victoire. Il le renie. Ils l'ont sacré dehors comme si c'était un moins que rien. Ils l'ont, c'est ça, ils l'ont cancellé, ils l'ont excommunié. Gang de salauds. Gang de salauds. Vous n'irez nulle part.
Vous allez avoir peut-être le pouvoir, si ça tient. Mais la minute que le gars va soulever un référendum, tout va s'écrouler, les amis. Et je pense que c'est de ça que Lucien parle. Hein? Oui, parce que Alec Castonguay, il a posé la question sur le futur référendum de PSPP. On écoute. Et l'idée d'un troisième référendum sur la souveraineté, Paul Saint-Pierre Plamondon a fait la promotion, on veut le promettre lors de la prochaine élection générale. Vous y croyez? Vous savez que j'ai déjà eu des difficultés avec le Parti québécois, M. Plamondon, récemment. J'avais fait une émission avec M. Patrice Roy, puis j'avais prononcé les mots qui avaient déplu, que faudrait perdre un troisième référendum, ça va être dramatique. Parce que la perte du premier a été extrêmement douloureuse. On a perdu des pouvoirs de l'Assemblée nationale, des pouvoirs constitutionnels, le droit de veto, et ainsi de suite. La deuxième défaite nous a valu la loi sur la clarté. Dans la prochaine question, là, le gouvernement fédéral va dire on va la soumettre à la Chambre des communes. C'est la loi. Il faut soumettre la question à la Chambre des communes qui va décider si elle est claire ou suffisante. Ça, on oublie ce bout-là. Chambre des communes, imaginez. Ouais. Chambre des communes fédérale. Et puis, même si ça passe le test, même le résultat va devoir être analysé par la Chambre des communes encore. Est-ce qu'il est suffisant comme majorité? Mm-hmm. Ça, c'est la loi. Alors, mais dans le fond, le plus important, c'est est-ce que la population est prête à faire un référendum? Est-ce qu'on a des chances raisonnables? On parlait de chance morale à l'époque. Vous pensez encore qu'on doit avoir une chance raisonnable et morale de gagner pour se lancer? Moi, je ne veux pas dire au leadership de M. Plamondon, c'est pas facile de diriger un parti, encore moins peut-être que le Parti québécois. Mais je ne vais pas lui nuire, mais je pense qu'il va devoir réfléchir sérieusement avant de maintenir son engagement de faire un référendum référendaire, parce que, de mémoire, il n'y a pas beaucoup de partis de formation politique québécoise, du Parti québécois, qui ont été réélus avec l'engagement de faire un référendum. Parce que ça devient un enjeu électoral. Les libéraux carburent avec ça. Vous savez, les libéraux carburent au référendum. Il n'y a rien de formidable pour eux. Il y a un beau cadeau. Ils vont parler du référendum tout le long de la campagne. Ils vont sortir leur passeport, etc. Ça me rappelle des souvenirs. Oui. Alors, moi, je respecte M. Plamondon. Je suis sûr qu'il y a une grande décision à prendre. Lucien Bouchard, négociateur pour la Fédération des médecins spécialistes, ancien premier ministre du Québec. Merci de vous être arrêté dans nos studios. Très bon. Je vous en prie, merci. Très bon, très bon. Hey, on l'oublie, ce bout-là? Oui. Que la gang à Ottawa, c'est eux autres qui vont décider si la question est claire. Ouais. Puis une fois que tu arrives avec 50,2, eux autres, après ça, ils vont vous dire si vous en avez assez. C'est-tu assez? Ah oui. Vous l'aurez jamais. Oh. C'est la loi que Chrétien a fait passer avec Stéphane Dion. Oui. Stéphane Dion. Oui, mais ça, c'est suite à la défaite. Suite à la défaite. Donc, à chaque défaite, tu perds au lieu d'améliorer ton cas, tu perds des pouvoirs. Ça, on n'en parle pas de ça. Ça prend un monsieur. Hey, il vote pour qui, lui? Tu veux dire? Lucien Bouchard, il vote pour qui? On peut y aller par élimination. Moi, je pense qu'il vote pas PQ. Toi, tu penses qu'il ne vote pas PQ? Non. On s'entend qu'il ne vote pas libéral non plus? Non plus. QS, maintenant. Non. C'est CAQ. Probablement qu'il va voter CAQ aux dernières élections, aux 2 dernières. Mais là, il va voter pour qui? Parti conservateur? Pas sûr qu'Éric Duhem, c'est son genre de gars, là. Malgré qu'au niveau... au niveau de tout l'aspect économique de la chose. Non, c'est sûr qu'ils sont très proches. Là. Logiquement, Lucien Bouchard devrait voter Parti conservateur du Québec. Mais ils ont tellement réussi à peinturer Éric. Il y a des gens qui ont de la misère à se coller là-dessus. Je sais pas. Ouais. Mais je suis certain que ce gars-là vote pas PQ. Je suis certain qu'il y croit pas. Il croit pas à l'histoire. Sais-tu quoi? Okay, tu vas peut-être trouver que j'exagère. Là. Possiblement que vous allez trouver que j'exagère tout. Là. Mais il y a des fortes chances que PSPP écoute l'audio qu'on vient d'entendre là, et ils disent à sa gang, je savais pas ça. Arrête, non, je pense pas. Non, je pense pas. Non, je pense pas. J'exagère? Je pense que t'exagères. Okay. Si c'est ça, non, j'ose croire que non. Non, parce que lui, il baigne là-dedans depuis toujours. Okay. C'est un avocat, puis il est là-dedans, puis d'après moi, ça, c'est pour lui, c'est clair. Non, mais ce qui est spécial dans ce qu'on vient d'entendre là, c'est qu'après, dans la même émission, il recevait Pierre Duchesne, l'ancien ministre sous Marois. C'est lui, imbuvable. Il le recevait parce qu'il est comme surtout ancien journaliste de Radio-Canada. Oui, c'est ça. Okay. Oui, plus que c'est un peu bizarre qu'il ait été ministre pendant 18 mois, ce gars-là. Moi, c'est ça.
Puis, là, il est- un journaliste, vous savez ce que je pense de ça? Un journaliste en partant, là, c'est pas il fort. était prévu là parce qu'il est chroniqueur à l'émission qui suivait. Ben, pas à l'émission, mais au segment qui suivait. OK. Fait que là, imagines-tu qu'il a posé la question? Il dit là, vous venez d'entendre ce que dit Lucien Bouchard, Pierre Duchesne, en tant qu'ancien ministre. Imbuvable. Qu'est-ce que vous pensez? Gars imbuvable. Qu'est-ce que tu penses qu'il a dit? Bref. On écoute. Il a voulu corriger d'une manière polie Bouchard, c'est clair. Poli? Ouais. Oh, ouais. Tellement fendant. La dernière portion de mon entrevue avec Lucien Bouchard là, sur la possibilité d'avoir un 3e référendum, il dit « Faudra que Paul Saint-Pierre Plamondon y réfléchisse comme il faut. On ne peut pas se permettre de le perdre. Et même le promettre en campagne électorale, ça va évidemment transformer l'élection en campagne presque pré-référendaire. Et il y a un risque là, pour le PQ. Pierre, vous en pensez quoi? Monsieur Bouchard a démissionné en fonction. Il nous l'a rappelé. Oui. Il ne s'entendait pas avec son parti. Et il ne s'entendait plus avec l'option de son parti. Il a même refusé de continuer à gouverner. Il y a eu un abandon. C'est pas un message très positif. Alors ça, moi, je place ça en premier. Pour le reste, les déclarations de M. Bouchard, rappelez-vous, il parlait de cette entrevue avec M. Patrice Roy. À l'époque, il semblait beaucoup plus désolé de la disparition possible du Parti libéral que du PQ. Il avait dû d'ailleurs s'excuser auprès d'un membre de la famille de René Lévesque pour des propos de ce genre. Donc, je ne suis pas sûr que M. Plamondon écoute beaucoup M. Bouchard sur ses conseils. Et je rappellerai qu'à la différence de M. Bouchard, M. Plamondon, lui, il n'y a pas de problème avec son parti. Il n'y a pas de parti, il y a 5 députés. Arrête. C'est ça. De quoi tu parles, Carlis? Une chose est sûre, si PSPP choisit d'écouter toi au lieu de Lucien Bouchard, on a un petit problème. Là. C'est qui, lui? Pierre Duchesne. Imbuvable, ce gars-là. Imbuvable. Il a déjà été ministre. C'est une joke. C'est le début de la fin. Je ne sais pas quand est-ce qui est arrivé, là, mais regardez la qualité de politicien qu'on a eu après Lucien Bouchard. Surtout au PQ. Puis, je ne suis pas rassuré, l'équipe, c'est quoi l'équipe de PSPP qui s'en vient? Il est où le ministre des Finances? Il est où il est où? On parle de ça quand c'est un duel, il n'y a personne, c'est un one-man show. OK, mais il est où, lui, sa gang? C'est pas les gars avec les fonds de pantalon, pas les fonds de pantalon, mais les bas de pantalon pas faites avec les lacets traînataires qu'on a là. Ça se peut pas, là. Ben, ils ont trouvé le ministre de la Sécurité publique, en tout cas. Qui est? Boissonneau. Si, bon, arrête. Non, mais Boissonneau, il ne peut pas avoir de ministre. Le ministère, il ne peut pas en avoir un. Pascal Bérubé, il n'y a pas ce qu'il faut pour être ministre nulle part. Puis ensuite, le gars de Jean Talon, c'est qui ça? Le gars Arsenault. C'est un quoi, ça? C'est un ancien prof? C'est quoi ce gars-là? Puis il y a une fille, je ne me rappelle pas ce qu'elle a fait. Il y a une autre fille dans le coin de Terrebonne. C'est très faible comme team. Très, très faible. Ah, mais Eric n'a pas d'équipe. Pierre Duchesne qui fait leçon à Lucien Bouchard, quand même. Faut-tu que les péquistes soient des nasty gang de pas fins? À un moment donné, il faut que tu saches t'es où, là. Toi, t'es rien, là. Dans l'histoire de la politique, t'es rien. Lucien Bouchard, il y a quelque chose, là. Toi, t'es rien. Ouais, il aurait pu s'abstenir. Il aurait pu s'abstenir. Ben oui. Qu'est-ce qu'on a pour ça dans le lab de Mr. White? C'est sûr que tu ne connais pas François Brousseau. Aucune idée c'est qui. Moi, je l'appelle amicalement Frank Brousseau. OK. C'est un commentateur de Radio-Canada qui haït Trump, là, mais tu peux pas imaginer, OK? Puis, dans l'audio qu'on va entendre... Mais cette gang-là, ils haïssent beaucoup, là. Ils haïssent Bouchard, ils haïssent Trump, ils haïssent Poilievre, ils haïssent Duhem, ils haïssent... Ils ont beaucoup de tout. C'est toujours le mot haïr quelque part. Ils haïssent ça. Donc, dans le sommet de Trump qu'il y a eu là, dernièrement, là, que ce soit l'Alaska ou que ce soit la Maison-Blanche, après quand il a reçu la gagne européenne, Frank Brousseau, admettons qu'il aurait dit vraiment ce qu'il pense. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il fait, Radcan? Lui, il vient comme dans un segment le soir commenter. OK, mais dans la vie de tous les jours, il fait quoi? Oh, ben c'est une bonne question. Là. Il a travaillé au devoir. OK. Il a travaillé au devoir. Ah ouais, pas bien. Lui, mauvais départ. S'il avait vraiment dit ce qu'il pense, dans ses mots, là, il aurait dit le gros crise d'orange, là, il n'y a absolument rien réglé pendant cette réunion-là. C'est ça qu'il aurait dit. Mais là, dans les mots radio-canadiens, on va entendre ce qu'il dit. OK.
Est-ce qu'on sait maintenant si on est un peu plus près d'une paix ou pas? Mon Dieu, moi, je serais plutôt parmi les sceptiques. Je crois qu'on peut en douter. On voit quoi? Beaucoup d'agitation, du spectacle, des tapis rouges, des limousines, comme Donald Trump les aime. Mais finalement, il n'y a pas vraiment eu de décision qui engage les partis. Lorsque quelques éléments concrets commençaient à être évoqués ces derniers temps, comme les fameuses garanties de sécurité, avec d'éventuelles troupes au sol pour soutenir l'Ukraine et dissuader la Russie de récidiver, bang, Trump dit non, il n'y aura pas de troupes américaines, puis on reste encore à voir ce que feront les Européens. Idem pour le soutien, je dirais, rhétorique pendant quelques semaines de Washington à cette idée qu'il faut un cessez-le-feu préalable avant d'entreprendre des discussions de fond. Trump a changé d'idée après avoir été briefé, entre guillemets, par son ami Vladimir Anchorage. Donc, on assiste à un spectacle, je crois, où malheureusement la forme prime sur le fond. La forme, c'est ce que fait le mieux Donald Trump. Je reprends l'expression de l'ex-ambassadeur français à l'ONU, Gérard Haraud, dans le journal Le Figaro d'aujourd'hui. Selon lui, Trump réduit la diplomatie à un show de télé-réalité. Et je le cite, parlant d'Anchorage et de la Maison-Blanche hier, ce sont des sommets qui visaient précisément, selon lui, à n'aller nulle part. Où Donald Trump, ignorant des détails, arrive sans aucune préparation, en croyant à la simple magie de sa chimie avec les gens. OK, ça, c'est de l'info, ça. Ça, c'est de la pure information. C'est de l'info, là. La désinformation que le gouvernement parle, puis ça, c'est dans les podcasts, c'est sur X, à la radio, dans la presse, il n'y en a pas. Ça, il y a zéro... Ça, c'est toute de l'information vraie, ça? C'est toute de l'information vérifiée, ça? Non, ça, c'est de l'activisme pur. Mais pourquoi ils nous font la leçon sur tout ça après? C'est quoi cette affaire-là? C'est parce qu'ils utilisent... Eux autres, quand ils utilisent des mots plus évolués que les autres, ils ont l'impression de donner de l'information. C'est juste ça. Ouais, c'est n'importe quoi. Là. Son ami Vladimir. Son ami Vladimir. C'est son conseiller. Vladimir Poutine. C'est quoi ta colisse de marde, là? C'est limousine. Mais l'autre, elle peut l'arrêter. Elle peut dire, ben là, exagérez pas, là. Ouais, quand même, ils sont pas amis. C'est pas ça. Mais je vais être obligé de vous couper. Là, je vais être obligé de... À la fin, tu dises, tout ce que vous venez d'entendre là, ce segment-là, c'est fictif, là. Ouais. C'est de l'opinion, puis il y a beaucoup de fiction là-dedans. Là. C'est des gens qui veulent que la guerre se poursuive puis qui ne veulent pas de deal de paix parce que c'est Trump qui pourrait le faire. Ils sont en crise parce que ça a été une belle semaine pour oui, Trump. Exact. Puis là, c'est drôle, je vais te faire écouter après un segment de Bureau. Mais Bureau, lui, c'est un pro-Trump, OK, on va le dire. Mais il ne faut pas trop qu'il monte. Non. Fait quand il dit quelque chose... Comme le food professor. Ben oui, c'est... Oh oui. Quelqu'un d'intelligent sait que le food professor, il n'y a pas Trump. Là. Il est probablement à la même place que moi. Là. Il est capable de frapper sur des affaires qui ne marchent pas avec Trump, ou à Joe Hamel, ou vous autres, probablement. T'sais, pas fanatique, dans le sens que tout est beau, tout est parfait. Mais il est pas mal plus Trump que le reste. Oh, ouais. Mon feeling. À moins que je me trompe. Dans le 12 secondes qu'on va entendre de Bureau sur Trump et l'Ukraine, vous allez voir que là, il va le dire, là, à quel point là, les journalistes sont peut-être un peu... on écoute le 12 secondes, vous allez tout comprendre. Oui. Et des fois, je me demande si la détestation, peut-être souvent bien fondée, de Trump, fait qu'on préfère son échec à une solution possiblement négociée en Ukraine, où il y a des gens qui meurent tous les jours. Mais c'est drôle pareil que quand nous, on dit ça, c'est tout simplement banal, puis quand ces gens-là disent ça, ça devient un moment extraordinaire. C'est ça qu'on dit depuis toujours, là, on dit depuis une semaine. Ces estis-là veulent que la guerre se poursuive. Ils veulent avoir des centaines de milliers de morts de plus parce qu'ils veulent pas que Trump gagne. Des salauds. La détestation de Trump, possiblement justifiée. Ben oui. C'est bout pour faire plaisir. Là. Ça, mais ça m'énerve un peu, moi. Oh, je comprends. À un moment donné, prends un bord. Oui, mais il va perdre son micro, là. C'est ça. Tu le sais. Encore. On dirait, lui, il se dit, regarde, je fais ce compromis là, mais je continue de parler. OK, mais c'était où, ça? C'était à TVA. C'était à TVA. Oh. Ben, ça m'énerve. Non, je comprends. Je comprends ce que vous dites. Il va perdre son micro, mais ça m'énerve. Mais c'est plate d'être obligé de faire ça, tu sais. Ben, moi, j'aime mieux perdre mon micro. Mais toi, c'est ça. Ça, on le sait. On te connaît en tabarnage. La blonde est tannée de ça, là, mais... Oui. Là, c'est le mien. On peut pas le perdre. Non, c'est ça. Il est tatoué. Il est à moi, là. C'est toi qui l'as acheté. Une pour la route? Ah, ben là, je pense qu'on va laisser tomber la dernière, Okay. mais on va tomber dans les Jerry hors contexte. OK.
Parce qu'il y a tout. Ben, ça, Il y a un pirate qui m'a écrit là-dessus. Il adore ça. Ben oui, c'est très bon. Oui, c'est très bon. On commence avec le premier qui est le 5e. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry. Jerry hors contexte. Jerry. Hors contexte. Ah, je veux avoir telle affaire. Oui, gars, c'est tout ça que tu veux? Oui. Boum, c'est passé la carte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Ben, c'est hors contexte. C'est très hors contexte. Mais il le dit pareil. J'adore. Le gars du Walmart. Oui. Le gars du 1,44$ chez Woolco. Donc, hors contexte numéro 6. Oui. Et le deuxième aujourd'hui. Jerry hors contexte. Jerry. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Ramener le Bourbon au plus sacrant. Là. Jerry hors contexte. Hors contexte. Ben, ça, c'est très contexte, je trouve. Oui, j'aime ça. OK, un autre, oui. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Oui. Arrivine Srinivas. Jerry hors contexte. Hors contexte. Ça me fait mourir. On sentait que c'était pratiqué avant. Oui, ça me fait mourir. C'était hors contexte. Un autre. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Il m'a regardé le cul. OK, il m'a regardé le cul. Il me... Jerry hors contexte. Hors contexte. Ça, c'était très hors contexte. Oui, ça, c'était vraiment hors contexte. Je me rappelle pas pantoute quand elle s'était dit. Je trouve ça vraiment... je cherche là. Oui. En tout cas. Ouais. Quelques petites pensées avant de... la chronique culturelle avant de partir sur spectacle cette semaine. Ah, moi, j'ai adoré ça. En se faisant enlever par un fif qui a soulevé dans le ciel sur le coussin, puis un autre fif la repognait. C'était extraordinaire. Merci pour cette chronique culturelle et une pensée philosophique. Je suis pas pour, je suis pas contre, bien au contraire. Thank you. Et vous savez où je me situe en ce moment? I don't care anymore. Thank you, guys. C'était le lab. Le labo de Mr. White. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio-pirate.com. Get pirate or get out. Radio-pirate.com. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. OK, Carlos de Punisher. Juste pour vous rappeler, Carlos va revenir après la fête du travail. Je m'ennuie de Carlos. Je sais. On s'ennuie. On se parle quasiment tous les jours. Je sais. Mais on a hâte d'avoir un petit chat avec Carlos pour voir quel genre d'été il a eu. Juste vous dire que l'Auto Amigo est actif. Donc, et Carlos me dit, Jeff, dis aux pirates que le Powerball est à 700 millions de dollars US. Donc, si vous voulez avoir des billets pour gagner le 700 millions US, qui, après impôt, parce qu'il y a de l'impôt en Floride, si jamais vous achetez via la Floride, vous allez avoir 700 millions de dollars canadiens. Pas bien pareil. Donc, allez acheter vos billets sur l'Auto Amigo, où on prend maintenant les cartes de crédit. 2-3 affaires avant que tu partes ta boîte, Jerry. D'abord, hier, l'histoire qui était une joke, un genre de coup d'État pour empêcher Donald Trump de se présenter à la présidence des États-Unis, où une district attorney, je pense, donc c'est pas un attorney general, mais je pense que c'est une district attorney, la noire, là, avec les cheveux douettes. Là. Oui. Elle était en croisade contre Trump et elle a monté un dossier qui n'avait aucun sens. OK? Aucun sens. Ça, c'était l'histoire que Trump et son équipe, là, son fils était là-dedans. Ben, qui avait fraudé, on ne sait pas qui. Ben, la fin, c'est qu'il avait gonflé de manière épouvantable dans les années 2010 la valeur de ses actifs. Pour aller chercher de l'argent pour financer d'autres projets. C'est ça. Mais il n'y avait aucune victime. Il n'y avait personne de fraudé.
Et comme le dit d'autres, que tout le monde dans le monde entier, que ce soit à Hong Kong, que ce soit à Vancouver, que ce soit à New York, que ce soit à Los Angeles, que ce soit à Milan, quand vous avez un parc immobilier pour aller chercher l'argent que vous avez besoin, votre leverage pour acheter d'autres bâtisses, vous faites évaluer les bâtisses que vous avez, puis en fonction de la valeur de votre parc immobilier, vous êtes capable d'aller chercher le montant que vous avez besoin pour le next project. C'est ça. Et le débat entre les banques et la personne et donc les évaluateurs des banques et les évaluateurs de la compagnie, c'est de trouver la valeur. Mais ultimement, il y a trouve. Si la banque le donne, il n'y a pas de fraude. Donc, c'était une joke. Et d'ailleurs, je me rappelle que Mr. Wonderful avait dit, ben là, si jamais ça, c'est une fraude, il n'y a plus rien au niveau immobilier qui se passe à travers le monde entier. Voilà. Tout s'écroule. Donc, il y avait une forme de joke là-dedans. Et on avait réussi à faire croire qu'il devait 400 quelques millions de dollars dans ce jugement civil-là. Donc, on avait parlé de fraude et un peu comme le viol. Le viol qui n'est jamais arrivé. Là, on était dans une fraude qui n'existait pas vraiment. Là. Ben, elle servirait de bord. Donc, une affaire de moins pour les anti-Trump qui vont virer de tour encore en fin de semaine. Donc, dossier réglé, ça a été reviré en cours en appel par, je pense que c'était 5 juges qui ont écouté ça, ils ont dit, il n'y a pas d'histoire là. OK, merci, bonsoir, on passe à autre chose. Mon deuxième point avant que tu commences ta boîte. T'es restaurateur, Jerry? Je serai toujours restaurateur. Ben, c'est pour ça que je te dis ça. T'es restaurateur jusqu'à la fin de tes jours? Oui. Je suis né dans un restaurant. Exact. Est-ce que tu crois à ça, qu'entre 2020 et aujourd'hui, il y aurait entre 4 et 5 000 restaurants qui seraient fermés? Au Québec? Oui. Si on regarde le nombre de détenteurs de permis de restauration, quand on regarde les années, là, puis on fait l'accumulation de ce qui s'est passé entre 2000 et 2022, c'est Pat Laliberté sur X hier qui a envoyé ça. C'est incroyable. Donc, on parle peut-être, si on met, mettons, 5 000, mets 10 emplois par restaurant. On parle de 5 000 restaurants fois 10 emplois. Ça fait 50 000 jobs. OK? Donc, 50 000 jobs dans la restauration qui ont revolé. Donc, le coût de la vie, tout ce qui est arrivé pendant la COVID, etc., ça a découragé beaucoup de monde. Mais dans le long tweet de Pat, ce qui me vire à l'envers, c'est le service de réservation, puis tout ça là, qui s'appelle touchbistro.com, qui, lui, est capable de voir l'achalandage dans les restaurants du Québec. Par les réservations. Par les réservations et aussi, je pense que c'est avec ça qu'ils placent les tables. Donc, ils ont du data, tu comprends? Ils ont le data entre les mains, sans spécifier quel restaurant monte, lequel descend. Juste la patente générale, ça nous dit qu'entre 2024 et 2025, le nombre de personnes dans les restaurants qui ont assis leurs fesses à s'asseoir, à manger dans un restaurant, c'est 50% de moins que l'année passée. C'est énorme. 50%. Je comprends qu'il y a du take-out, je comprends qu'il y a du Uber Eats, du Dash, pas tant de choses. Ils s'en reprennent là. Il y a plusieurs restaurants qui s'en reprennent là. Les restaurateurs disent qu'avec ça, ils ne font pas une scène. C'est ça qui est le plus drôle. Puis quand ils font ça, ils ne sortent pas de bière, ils ne sont pas en train de vendre du vin, ils ne sont pas en train de vendre. Ils sont pas en train de servir ce qui est probablement le plus payant. Mais comment cette industrie-là va survivre? Pour le nombre de restaurants, c'est sûr que de visu, c'est plus difficile de comparer. Parce que moi, je dis que c'est beaucoup de petits restaurants. Moi, je dis qu'il y a moins de petits restaurants qu'il y avait. Tu sais, le petit restaurant de coin de rue, 2-3 employés, tu sais, le petit comptoir. Eux autres, là, il y a une gang qui sont partis. Là. Ça, je peux te dire, il y a une méchante gang qui sont partis. Là. Pour la statistique de 50%, c'est sûr que c'est assez impressionnant là, quand. Mais les restaurants, ils s'en reprennent en montant les prix. Là. Oui, c'est ça. Donc, en partie, oui, il y a une grosse perte, mais en montant les prix, tu sais, le plat de pâtes à 28$, là. C'est le moins cher. Non, je sais, mais moi, je t'en ferai toute la nuit, moi, des pâtes à 28$. Parce que j'achète des caisses de 50 livres de pâtes. Là. J'achète pas des paquets de Barilla individuels. Chez Métro. Chez Métro à 3$, 4$ du paquet. C'est pas ça que je fais, là.
J'achète des pâtes. Un souper familial, deux adultes, 2 enfants qui vont manger, deux enfants, là, 10, 12, 13 ans, qui vont manger au restaurant. Avant la COVID 2020, 50 $ en moyenne. C'est ça. Aujourd'hui, 100 $. Oui. Oui. McDo vient de baisser ses trios. Là. On vient de remettre ça à 9,99 parce qu'on est dans un cycle insoutenable. Donc, comment... Tu sais, à l'époque... Les autres vont devoir réagir aussi. Recul de pas si longtemps que ça, là. Quand tu achetais, mettons, tu allais dans une place, tu allais manger quelque part. Là, mettons, il y avait un petit steak sur le menu. Il y a un steak sur le menu. Il y a un steak. Tu te posais pas la question. Là. Le steak, il venait avec des patates pilées, des frites, puis tu avais des fèves à côté, puis des petits champignons sautés de haut bas. Aujourd'hui, tu as le steak. Là, il va dire, OK, mais là, prends des dishes. Prends pas des dishes, mais prends des sides. Donc, ça, ces techniques-là, ça n'existait pas dans le temps. Ben, ça existait ailleurs, mais pas nous autres. Non, je comprends, ça existait ailleurs. Là, mais au Québec, c'était inexistant. Moi, je veux te le garantir. À part chez Georges. Au Saguenay. Non, mettons que tu disais... Il y avait une couple de restaurants, mais ouais, mais là, je veux des oignons français ou telle affaire. Mais tu pouvais pas amener un steak à quelqu'un tout nu dans l'assiette. Là. Oubliez ça, là. Ça n'existait pas, ça. Ça n'existait pas. Là, on servait des pâtes, mais là, tu avais telle affaire gratinée. Tu avais le pain à l'ail qui venait avec. Tu avais l'autre patente qui venait. Aujourd'hui, c'est tout à part. Tout est à part. Fait que c'est... Ils se reprennent là aussi, des restaurants. Mm-hmm. Oui. Et moi, j'avais des pains à l'ail sur le menu. OK? Puis, je blague, des fois, avec mes sœurs, là. Mais moi, je rouvrirais le restaurant juste pour vendre des pains à l'ail. Oui, parce que maintenant, ils sont à vendre. C'est... Mes petits pains à l'ail, moi, là... Toi, tu les donnais? Au début, on les donnait. Après ça, on les vendait. Mais c'était payant à vendre. Là. Ben oui. Non, c'était payant à vendre. Tu rouvres le robinet d'argent. Là. Parce qu'à chaque fois que tu as un plat de pâtes, tes pains à l'ail, il vient avec. Non, c'était payant. Ah, c'est des détails. C'est des détails. C'est beaucoup de petits détails. Mais est-ce que j'aurais le goût de retourner dans la restauration? C'est non. Ça va être l'enfer. Jeff, je veux rien savoir. Puis il y a des beaux succès, là. C'est plein de beaux succès là, dans la restauration. Mais en général, ça veut dire c'est ouf. Oui. Premier sujet de la part de Jerry dans la boîte. On revenait un peu à Trump. Puis l'histoire, tu sais, il est sorti un livre il y a quelques jours, une semaine à peine. Il est sorti un livre, c'est une espèce d'historien britannique, là, un gars si connu là, à UK. Là. Lui, il a sorti un livre là, sur le prince Andrew, puis sa relation avec Jeffrey Epstein, puis The Rise and the Fall of the House of York. Donc, il parle aussi de son mariage avec la rousse. Là. Oui. Ça veut dire, ils se sont mariés en 86, ils se sont divorcés en 92. Toute la marde. Andrews, là, sa vie, c'était une espèce de vie de marde. En réalité, là, c'est pas un gars qui était très, très droite dans sa vie. Toujours d'affaires bizarres. Il paraît qu'il y avait une espèce d'appartement louche là, à Londres qui recevait des... Non, mais il n'y a rien à faire de sa journée, Jerry. Je sais, je comprends, mais ça veut dire, tu peux rester... Arrêtons de penser qu'on serait meilleur qu'eux autres. Non, mais le gars qui est le futur roi, t'as des serviteurs... Mais t'as aucun but dans la vie. Oui, mais moi, je pense que... Tu tombes dans la facilité. Tu peux avoir tout facilement. T'es dans les soirées, t'es dans la peteuterie. Oui, la peteuterie tout le temps. Tout est... Comment? Tout tourne autour de la bisoune. Là. Ça finit à tourner autour de la bisoune. Ah oui, les bisounes. À un moment donné, ça tombe dans la boisson, un petit peu de drogue, c'est l'oisiveté à grandeur avec beaucoup d'argent. Le scotch est bon aussi. Là. Tu veux dire, c'est pas t'as le meilleur scotch. Là. C'est Bison Nation. C'est comme, tel joueur du Canadien, il paraît qu'il sort pas mal. Ouais, Chris, il a 22 ans, il fait 6 millions par année. Je sortirai aussi, moi. C'est ça. J'ouvre le Canadien. Je peux avoir une fille différente par soir. Probablement qu'on le ferait tout, là. Il ne jouera pas aux jeux vidéo dans sa chambre d'eau. Ah, c'est vrai. Ah non, c'est vrai. Il y en a. Moi, il m'a dit, c'est quasiment l'inverse que je trouve bizarre. Ben, c'est ça. L'aîné, on le trouve bizarre. Non, mais tu sais, oui, parce que lui, c'est bizarre. Mais non, mais tu sais, quelqu'un qui me dit, je suis dans une famille royale, puis le gars, il est un nerd, puis il reste à la maison, puis il voit personne, puis il a une vie de moine. Tu dis, tabarnache, c'est donc bien bizarre, lui. Même le prince Charles a eu une vie olé. Ben, regardez les oreilles. Ben oui.
En tout cas, regarde, je ne veux pas le défendre, mais c'est impossible de rester équilibré dans un contexte de même. Impossible. Donc, dans le livre, il y a des petites affaires qui ont été modifiées. Ben oui, des petites affaires qui ont été modifiées. On l'a su, il y a quelque temps. À un moment donné, comment il s'appelle, le fou, là? Hunter Biden? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit, Hunter Biden? Il a dit... Je veux prendre de la drogue. Non, Hunter Biden a dit que Trump... Melania. C'est Epstein qui a présenté Melania. Melania est une genre d'escorte. Voilà. C'est ça qu'a dit Hunter. Mais l'affaire, c'est que... Oui. Lui, il est perdu dans la poudre, là. Mais ça se peut qu'il y ait une poursuite d'1 milliard contre lui, là. Oui. T'as entendu parler de ça, là? Oui, Melania lui a envoyé une Melania lettre est pas sur le contente. champ. La journée même que le vidéo est sorti. Mais la gang du livre, là, l'éditeur, là, Harper Collins, là, eux autres, ils ont levé le flag. Ça, c'est une grosse gang, ça. Mais oui, mais ils ont dit, attends un peu, si la madame au chapeau, elle envoie 1 milliard, elle envoie une lettre aux avocats de Biden de se, de se rétracter d'une manière, il dit, nous autres, dans le livre, on ne peut pas marquer ça. Là. Parce que dans le livre, c'était marqué ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne prennent pas la chance de le mettre ça dans veut le dire que, livre. mettons qu'il y avait les livres imprimés, ils ont tout enlevé puis ils en ont imprimé d'autres? Oui, ils en ont imprimé. Puis là, l'affaire, c'est que tous les livres, qu'on dit, les e-books, tout a été changé. Les nouveaux livres, l'imprimage, tout a été changé. Ils ont enlevé ces lignes-là. Il y a des livres qui sont en circulation, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Le reste, tout a été modifié au complet. Avec le fameux milliard de poursuites, si on peut dire. Ils ont dit, on n'embarquera pas là-dedans, ça va être l'enfer. Hey, tu as vu ça? Regarde, ma boîte est complètement mélangée, Jeff. Mélangée. Mais je veux tout passer mes affaires pareil, j'ai du stock. Mercredi, cette semaine, il y a un entraînement. Je sais que beaucoup de pirates adorent tout ce qui s'appelle jet, F-18, F-35. Puis on a des pilotes, on a nos pilotes, puis on est maniaques de ça. Carlos adore ça aussi. Toi, t'aimes ça, t'es allé voir. Entraînement en Virginie, Virginia Beach, ou dans ce coin-là, il y a une base. Là. Oui. Le F-18 qui a craché. Je sais pas si tu as vu ça, c'est mercredi cette semaine. Donc, F-18 qui crache dans l'océan. Donc, le gars, il est parti. Il est allé faire des manœuvres parce que c'était comme une genre de pratique qu'il faisait. Il y aurait eu un problème. Bien, il y a eu un problème. Le gars s'est éjecté. Ça a pris 1h20 pour aller le chercher. Le temps que la balise sorte. Il était loin, le gars. Là. La balise sorte, ils ont envoyé les hélicoptères, ils sont allés le chercher. Le pilote, mais l'avion est dans le fond de l'eau. L'avion est dans le fond de la mer. Et là, je disais ça, je disais, hey, on va savoir plus tard qu'est-ce qui se passe avec ça. C'est un F-18. Mais c'est le 3e F-18 qui est dans le fond de la mer depuis 4 mois. Oui. Il y en avait 2 au bout du... Un qui a été touché, je pense, par les outils. Oui. Tu sais, les chums des gangs de Hamas. Là. Ben, je pense qu'ils en touchaient 2. Ben, c'est ça. Mais l'autre, je pense qu'il a manqué de frein au bout du bateau, au bout du porte-avions. Il a crissé le camp à l'atterrissage. Puis l'autre, il a été touché, je pense, sur le bateau. Puis, c'est capoté pareil, là. C'est 65 millions chaque. Oui, c'est le Super Hornet. C'est beaucoup de sous. C'est le F-18 Super Hornet qui est plus gros que le F-18 traditionnel, là, qui est technologiquement beaucoup plus avancé. C'est le Super Hornet, c'est lui qu'on voit dans Top Gun. OK, c'est lui. Oui. OK, c'est tout un avion. L'avion extraordinaire. C'est incroyable. Hey, on l'a vu cette semaine, l'espèce de le changement de logo du restaurant. Crackle Barrel. Crackle Barrel, il y a un restaurant qui sont. Restaurant, c'est un brand qui existe depuis les années 60. Ils ont leur style, puis là, ils changent de logo. On a entendu parler cette semaine. On en a parlé cette semaine. Puis, il appelle ça un genre de rebranding. Mais il y a une compagnie qui vont faire un rebranding. Beyond Meat. Wow! C'est bon. Beyond Meat, là, on le dit tout le temps. Là. C'est toujours la même affaire. Tout le monde le sait, l'histoire. Là. Depuis 2019, le stock en bourse a perdu 95 % de sa valeur. Ça donne un peu à patente. Là.
Les actions sont à 2,30 2,40 Mais la fois, c'est qu'eux autres... Ils n'ont pas fait un genre de Chapter 11 la semaine passée, ça? Non, c'était une fausse... C'est ce que je pensais. Non, c'est une fausse alerte. Ça, c'était une invention. Ça m'énerve. Oui, ça, c'était une invention. Là. Parce qu'on le voyait, mais là, je me disais, OK, c'était Unusual Wells, le prix. Je dis, mais c'est pas vrai. Il est sur le poste pas mal. Puis là, je voyais qu'ailleurs, non, c'était démenti. C'était démenti. Mais ils sont proches pareil, là. Non, ils sont proches parce que ils commencent à être criblés de dettes pas mal. Le problème, c'est les dettes. C'est carrément les dettes. Parce que les revenus sont quand même pas si pires. C'est les dettes, c'est épouvantable. La face, c'est que ça s'appellera plus Beyond Meat. Ah. Ça va s'appeler Beyond. Il Je enlève... pensais qu'elle allait s'appeler Fake Meat. Non. La face, c'est que le nouveau boss... Pas le nouveau boss. Ça. Fake Meat. Oui. Ouais. Mais le problème, là, Jeff, là, c'est Meat. Puis je comprends... À quelque part, je comprends le boss de la compagnie. Le gars s'appelle Ethan Brown. C'est pas un cave, j'ai vu une entrevue du gars. Le gars, c'est pas un cave. C'est un green, là, mais le gars, c'est intéressant la manière qu'il parle. Tu vois, t'es pas boss d'une entreprise de ce grandeur-là en étant cave. Il y en a peut-être quelques-uns, mais pas, lui, il l'est pas. Lui, il dit, notre problème qu'on a, parce qu'il dit, dans l'avenir, dans les années à venir, il va y avoir une chasse à la protéine. Une chasse, la protéine abordable. Au cours, on nous prend de la protéine. L'humain a besoin de protéines. On a besoin de protéines. Mais lui, sa protéine est végétale. Les légumineuses, les pois, lui, il dit qu'on les fèves faba, les lentilles. On va finir par en manger parce qu'on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Ben, c'est ça. Lui, c'est la manière qu'il dit. Donc, je pense qu'il a raison. Donc, si tu mets meat dans ton nom, le client, dans sa tête, il fait... J'ai trouvé ça bon, son histoire. Il dit, le client, dans sa tête, il fait une comparaison avec la viande. Donc, j'achète une pâtisse. Boum, il est là. Mais c'est quoi ça? Ah, c'est du Beyond Meat. Ah, c'est comme un fake de viande. Mais non, ça, c'est du Beyond. Ah, c'est du Beyond, ça. Oh, oui, ça, c'est des protéines. C'est des protéines. La vision du client change. Je ne sais pas si ça va marcher. J'ai aucune idée de son histoire. Mais l'idée de base d'enlever meat, c'est... Moi, je pense que c'est un bon move. Ouais, je comprends son move. Moi, je pense que c'est un bon move. Ça enlève... A bit late. Non, oui, je comprends. Mais c'est quand je vais acheter du tofu... moins une et 55 secondes. Oui, c'est ça. Mais si je vais acheter du tofu, je dis pas c'est du substitut. Ma blonde, elle dit... achète ça, puis achète-moi donc un petit bloc de tofu. Là, je me fais des salades des fois avec des épices dessus, j'aime ça. Elle me dit pas, sur le Messenger, elle me dit pas, mais achète-moi donc là, de la fausse viande là, en cube blanc. Non, elle me dit pas ça. Elle me dit du tofu. Ah, du tofu, c'est des protéines. OK. Mais ça faut enlever le mot meat. Eux autres, ils vont le faire. Je te dis pas que la compagnie va se replacer. Je dis pas ça, là. Mais le tofu, pourquoi ça marche? C'est que apprêté avec différentes recettes, c'est voilà. Bon. C'est ça. Ça a été ridiculisé pendant des années. Oui. Mais le tofu, ça fait un job. Ma blonde mange du tofu toutes les 2-3 semaines. Elle se fait un bloc de tofu en petits cubes. Elle se fait des salades de tofu, des affaires. Ah, elle aime ça. Là. C'est des prots. Ça en prend des prots. Ça en prend. Ça en prend. Hey, J'aime mieux le tofu que les légumineuses comme... des lentilles ou des beans, tu sais, les beans rondes beige. Oh oui. Ça, c'est trop pâteux pour moi. Je mange, puis... non, j'aime pas ça. Mes filles mangent de ça. Là. Moi, j'aime mieux le tofu que le cantalou. Ah, come on. Ah, il est tannant. Il est tannant avec tes histoires. Il est tannant. Je vais te faire du cantalou au tofu, tu vas voir. Tu vas aimer ça. Je te disais que je m'ennuyais de Carlos. Le tofu va goûter. Genre... le parfum. Toi et ton parfum. Je jasais avec Carlos. Carlos, il m'écrit. Il dit, écoute The Hunting Wives. La nouvelle série qui est sortie le 21 juillet sur Netflix. Écoute ça. C'est drôle parce que c'était dans ma boîte. C'était dans mes histoires, des histoires que je veux parler. Je ne l'ai pas écouté, mais je peux vous en parler parce que le Wall Street Journal a fait une page complète sur cette série-là. Puis
Puis je vais commencer la série là. L'histoire, en gros, c'est quoi? Ça se passe au Texas, aujourd'hui. C'est pas quelque chose d'historique. Ça se passe au Texas. C'est des mères de famille, c'est des femmes. Donc, c'est des chasseuses. Donc, ils vont à chasse, ils ont des guns. C'est des filles du Texas. Et il y a une fille de Boston, une libérale, dans le sens... Est-ce que c'est une vraie histoire ou c'est une série inventée? Non, c'est une série inventée. OK. Une série inventée, mais c'est 8 épisodes. Donc, la fait, c'est que cette fille-là de Boston, elle vient s'implanter au Texas et elle est dans un monde texan, si je peux dire. Donc, il y a un genre de gauchiste à travers les autres. La shaker, pas pire. Oui, c'est ça. Ben, une des femmes là-dedans, son mari veut devenir gouverneur. Tu sais, c'est une série télé. Mais l'affaire, c'est qu'il paraît qu'il y a beaucoup de sexe. Puis il paraît qu'il y a des belles madames. Plein de belles madames dans cette série. Il y a beaucoup de sexe. Oui, il y a du sexe. Il paraît qu'il y a beaucoup de relations sexuelles. Il y a beaucoup de relations entre les mondes. Il y a des fesses, là. Non, mais je veux dire, entre les filles? Non. OK. Ou peut-être, je sais pas, je ne l'ai pas vu, là. Il paraît que c'est très sexuel comme série. C'est ce que le Wall Street Journal dit. Mais Carlos, il a l'air très, très... Les Texans ont le sang chaud. Ben, les Texans, la face, c'est que dans cette série-là, ils représentent un peu la femme texane, dans le sens que la fille est mère de famille, elle va à la chasse. Hein? OK, ça marche. Ils travaillent fort, ils ont des belles maisons, des ci, des ça. Il paraît que c'est très, très bon comme série. Là. Alors, donne-moi donc le nom de la série de cul. Ouais. The Hunting Wives. OK. C'est sorti il y a 3 semaines ou à peu près. Le Wall Street Journal les 2 semaines que les gars étaient le plus cocus dans mon coin. Beaucoup de gars aimaient la chasse, mais n'allaient pas à la chasse. Ben non. Parce que toutes les blondes des gars qui partaient à la chasse sortaient à tous les soirs. Pendant 2 semaines de temps. Oui. Et m'a dit de quoi, t'as pas besoin de te mettre de la piste orignale sur toi parce que c'était les filles étaient hot. Et c'était dans une époque où le monde avait du fun. Là. OK, ben voilà pour la boîte avec Jerry. Il y a une petite boîte. Pour la version live, on a un autre gros bout sur la version Prime de Radio Pirate. Allez vous inscrire, il y a une semaine gratis. Allez sur radiopirate.com. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100%. Pirate. Pirate. Radiopirate.com. Nicolas Gagnon, Fédération canadienne des contribuables. Beaucoup de choses à parler avec Nicolas. D'abord, bon retour de vacances. L'été était bon, Nick. Il me semble que tu n'as pas arrêté bien, toi. Il me semble que j'ai vu beaucoup de choses. Ouais, non, j'ai pas arrêté ben, mais j'ai quand même profité de l'été et des belles températures. J'ai été pratiquer mon golf un peu avec la famille. Je me suis promené, je suis allé à Toronto, j'étais à Québec aujourd'hui. Fait que j'en profite un peu. Puis mes vacances, en fait, j'ai pris en septembre. Comme ça, j'ai pu profiter de l'été. Puis on sort du stock. Puis après ça, je prends des vacances. Puis on vient, mais là, ça va être au fédéral cet automne que ça va brasser encore plus. Fait que j'en ai quand même profité un peu malgré tout. Est-ce que tu penses que les politicos interprètent la victoire du Parti québécois dans Arthabasca comme la victoire de la taxe du carbone, de la bourse du carbone? Est-ce que, en perdant, honorablement, je dois le dire, est-ce que Éric Duhaime a fait perdre le retrait de la bourse du carbone ou c'est un sujet qui va revenir? Parce que tu étais à Québec cette semaine pour démontrer, parce que là, pour l'instant, ce que tu dis, ce que tu avances, c'est que c'est aux alentours de 8 cents et demi, 9 cents. Mais si on continue dans le temps, on va monter aux alentours de 30 cents dépassés pour la bourse du carbone. Donc, c'est quelque chose d'insoutenable, surtout dans le contexte où le coût de la vie est incontrôlable en ce moment. Donc, est-ce que tu penses que la victoire dans Arthabasca est vue comme étant une victoire de la bourse du carbone? Parce que là, je voyais des gens qui n'aimaient pas du tout Éric Duhaime. Puis là, ils disaient il veut enlever la bourse du carbone, il veut enlever la bourse du carbone. Franchement, voyons donc, nous autres, on tient à ça, la bourse du carbone. C'est quand même spécial. Donc, est-ce que tu vois une difficulté supplémentaire à l'enlever avec la défaite de Éric?
En tout respect, là, pour les gens d'Arthabasca, c'était pas la défaite, la bourse du carbone, c'est plutôt la victoire des CHSLD. Parce que quand on regarde plutôt la manière que le vote est sorti dans Arthabasca l'érable, en fait, puis c'est Radio-Canada qui est sorti avec les éléments là-dessus, toutes les municipalités alentour de Victoriaville, ça a voté pour Éric Duhem, pour le Parti conservateur du Québec. Et ça se trouve être des municipalités où est-ce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, où est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, puis c'est des gens qui se sont sentis rejoints par le discours sur la taxe carbone. Fait que ça, je serais surpris de voir le débat de la taxe carbone s'en aller pour plusieurs raisons. De un, parce qu'Éric Duhem, ce que j'ai compris, c'est qu'il s'en va nulle part. Lui, il est là jusqu'en 2026, puis il s'attend à continuer à pousser de la même manière que d'autres l'ont fait avant lui, comme Pierre Poilievre l'a fait au fédéral. Je veux dire, veut pas, oui, il y a eu cette défaite-là aux dernières élections, mais ça n'empêche pas qu'on reprend le flambeau puis on continue. Puis je pense qu'Éric Duhem va finir par avoir sa place à l'Assemblée nationale. Et j'ose croire même que la taxe carbone va disparaître avant qu'Éric Duhem rentre à l'Assemblée nationale, parce que il faut rappeler, c'est quand même un parti qui est somme toute marginal. On est à peu près à 10-14% des intentions de vote, mais on arrive quand même à avoir un impact sur la discussion. Puis en plus, on n'a pas de siège à l'Assemblée nationale. Donc ça démontre à quel point Éric Duhem a vraiment amené vraiment cette discussion-là à un autre niveau. Il a forcé l'Assemblée nationale à se positionner. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Il y avait eu quand la taxe carbone a été éliminée par Mark Carney, ou plutôt suspendue là, le 1er avril dernier, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale, puis on a vu que tout le monde était du bord de la taxe carbone pour la protéger. Puis après ça, on a eu des sondages à répétition de la part de Léger, que nous-mêmes on a commandé, mais que Québécois ont aussi commandé de leur côté, qui confirmaient les mêmes données en passant. Plus de 50% des Québécois sont contre la taxe carbone. Donc il y avait déjà le fait que la distorsion démocratique, on l'avait reconnue, on l'avait vu à plusieurs reprises, mais là on la voyait encore plus avec la taxe carbone, où est-ce qu'on voyait que personne parle de cet enjeu-là, personne n'est du bord de la population sur cet enjeu-là à l'Assemblée nationale. Et pour pas mal conclure mon point, c'est un article de Patrick Belrose qui m'a mis la puce à l'oreille là-dessus par rapport au remaniement ministériel qui est en train de se faire apparemment à Québec. Là, je ne sais pas si au moment où est-ce qu'on se passe ça a été fait, mais il n'en reste que, selon Patrick Belrose, la discussion de baisser les taxes sur l'essence est pas mal dans l'agenda de la CAQ présentement. Pour que le Parti québécois se mette à parler des taxes, de baisser les taxes sur l'essence, ils n'ont pas encore dit comment ni quelle taxe, mais pour qu'ils commencent à en parler, il a fallu qu'Éric Duhem leur chauffe la couenne pas mal. Pour que les ministres alentour de Legault commencent à parler des taxes sur l'essence, c'est qu'il a fallu qu'ils sentent pas mal la chaleur de leur côté. Fait que d'après moi, on n'a pas fini d'en entendre parler. Puis comme tu l'as mentionné, puis comme on a parlé aussi récemment dans notre rapport sur la transparence fiscale à la pompe, ben la taxe carbone est là pour un bout, puis elle va continuer à augmenter. Fait que, en fait, non seulement Duhem a tout intérêt à continuer à en parler, mais les politiciens à l'Assemblée nationale ont tout intérêt à se positionner correctement par rapport à cet enjeu-là. Puis le seul bon positionnement que je trouve acceptable là-dessus, c'est de l'éliminer complètement, comme c'était le cas dans le reste du pays. Donc là, tu as été faire un tour à Québec, tu as été à la station-service Esso sur, pas loin de Radio X, celle qui a été nouvellement refaite avec le Tim Hortons dedans. J'espère qu'ils ont réussi à se trouver des employés pour Tim Hortons. Ces pauvres-là, ils n'étaient pas capables d'en trouver il y a quelques années. Donc, tu as été faire le stunt là. Tu nous as montré des chiffres. Parle-nous de ces chiffres-là. Moi, ça fait freaky. Là. Ce que tu dis, moi, ce que je retiens, c'est que en 2030, on pourrait payer autant de taxes que d'essence dans un litre. C'est ça que je comprends? Exact. Oui, ça, c'est à condition, bien sûr, que le prix de l'essence reste à peu près au même niveau, ce qui risque d'être le cas, en fait, parce que quand on remarque les prix de l'essence actuellement versus, bon, si on recule 5 ans en arrière, on avait la pandémie, là, il y a eu comme tout un genre de clash là, mais si on retourne à 2019, on est quand même dans des eaux similaires ou 2021, fait que on peut s'attendre qu'en 2030, on va avoir des prix de l'essence qui vont être aux mêmes alentours, mais les taxes qui s'appliquent sur l'essence sont pas mal fixes. Quand on parle de la taxe sur les carburants, c'est une taxe fixe de 19,2 cents par litre d'essence. Quand on prend la taxe d'assises fédérale, c'est 10 cents par litre d'essence. Ça, peu importe le prix de l'essence, ça reste pas mal au même niveau. Par contre, là où est-ce que le bas blesse, c'est la fameuse taxe carbone au Québec. Puis aussi, l'autre effet de double taxation, parce que non seulement on a des taxes qui s'appliquent sur l'essence, mais on a des taxes qui s'appliquent sur les taxes sur l'essence. Littéralement, là. C'est-à-dire qu'on applique la TVQ sur la taxe d'assises provinciale. Donc, on applique le fameux 9,975 sur 19,2 cents. Puis on applique aussi la taxe d'assises, la taxe sur les ventes fédérales sur la taxe d'assises fédérale. Fait qu'on a comme deux effets de double taxation qui rentrent en ligne de compte. Fait qu'automatiquement,
ça reste, ça va augmenter. Et aussi, ben, il y a la fameuse, comme je dis, la taxe carbone, selon les projections du gouvernement du Québec lui-même, on va passer environ 23 cents par litre d'essence. Présentement, on est à 8,5 cents. Donc, ça va à peu près tripler d'ici 2030. Puis ça, ben, c'est aussi soumis à une double taxation, c'est-à-dire que la TVQ s'applique sur la taxe carbone. Donc, quand on prend tout ça en considération avec un prix de l'essence qui serait stable d'ici 2030, on devrait donc voir la part des taxes augmenter drastiquement. Présentement, 38% de la facture de ce que vous payez essentiellement dans une station de service, c'est des taxes. Puis à Montréal, c'est encore pire. Puis Montréal, en fait, on a découvert que cette année, c'était la pire ville au Canada par rapport à la proportion des taxes sur la facture d'essence. Donc, c'est 40% de la facture des automobilistes à Montréal que c'est des taxes. Dans le reste du Québec, comme à Québec ou ailleurs, c'est plutôt 38%. Et donc, ça représente environ 57 cents qu'on prend le cumulatif de toutes les taxes ensemble. Mais d'ici 2030, donc c'est même pas 5 ans, d'ici 4 ans et demi, ça arrive beaucoup plus rapidement qu'on le pense, ben on devrait arriver à peu près à une affaire comme ça, 49-50% du prix de l'essence qui sont des taxes. J'ose croire que ça fait partie à peu près de la stratégie du gouvernement par rapport justement à l'électrification des transports. On sait qu'ils veulent qu'on achète des voitures électriques par millions. En fait, là, les Fitzgibbon, avant de démissionner, il parlait d'avoir 2 millions de voitures électriques sur les routes du Québec en 2030. J'ai hâte de voir parce qu'on est très loin du compte. Ouais. Mais c'est comme si on voulait d'une part augmenter les taxes sur l'essence pour rendre la vie dure aux automobilistes. Puis en même temps, on augmente la pression sur les fabricants automobiles puis sur les concessionnaires pour qu'ils vendent plus de voitures électriques. Donc vraiment, c'est comme s'il y avait une tendance où est-ce qu'on voulait rendre de moins en moins intéressante ou de moins en moins abordable la vie des automobilistes qui roulent à essence ou au diesel. Puis ça, ben malheureusement, au Québec, on remarque que c'est vraiment une tendance très prononcée présentement. Donc là, malgré le fait que le Canada a plus de taxes du carbone, Vancouver, BC est encore quand même assez élevé. Ça, c'est même quasiment plus cher que Montréal. Tu sais, au Québec, il y a quand même des disparités. Là. Montréal a un certain prix. Québec, ça a toujours été un marché, je dirais, très, très bizarre. Là. C'est un marché, en anglais, je dis suspicious. Je ne sais pas c'est quoi en français. Suspicieux, ça, oui. Donc, Saguenay est très bas. Saguenay, souvent, le prix dans une station régulière est moins cher que dans un Costco à Québec. Donc, eux autres, depuis des années, Québec, c'est l'inverse. Montréal. Mais là, je vois que Vancouver, malgré le fait qu'il n'y a plus de taxe du carbone au fédéral, Vancouver est encore très élevé très élevé. C'est à peu près dans nos montants à nous autres. Qu'est-ce qui explique ça là-bas si les taxes sont à peu près pareilles que Montréal, même un petit peu moins? En fait, ils ont techniquement une taxe plus élevée, notamment sur le transport en commun, qui est, je pense, dans le coin de Victoria. Moi, je me trompe, là, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'est entre 7 et 9 cents, qui est quand même qui est plus élevé que ce qu'on a à Montréal, par exemple, où est-ce qu'on parle d'une taxe de 3 cents. En plus, ils ont ils ont plus de taxe carbone qui s'applique aux consommateurs ou qui s'applique plus de la même manière que ce qu'on a au Québec ou dans le reste du Canada, ou qui s'appliquait dans le reste du Canada plutôt. Ce qu'ils ont de leur côté, c'est genre un règlement sur le carburant propre qui a un impact similaire à ce qu'aurait une taxe carbone, mais que c'est uniquement sur différents types de carburants qui comportent l'éthanol. Dans ce cas-ci, il y a aussi l'essence. Et donc, parce que on faut s'entendre, nous, le système qu'on a au Québec, la taxe carbone ou la bourse du carbone, ça s'applique pas juste sur l'essence ou le diesel. Ça s'applique également sur toutes les entreprises qui émettent au-dessus d'un certain seuil. Fait que la taxe carbone est refilée aux consommateurs à plusieurs niveaux. C'est pas juste dans l'essence ou le camionnage ou l'agriculture qu'on voit l'impact de la taxe carbone. Alors que en Colombie-Britannique, ils ont ce fameux règlement-là qui s'inspire aussi de l'autre taxe carbone cachée qui est encore appliquée au niveau fédéral, dont l'impact, du coup, est encore très difficile à cerner. Mais en Colombie-Britannique, on parle d'un impact d'environ 18 cents par litre. Donc, c'est comme le double de ce qu'on a, mais c'est uniquement pour l'essence. Donc, encore là, ça va varier beaucoup à travers l'année en fonction des prix du carbone sur le marché international. Donc, il faut comprendre que la Colombie-Britannique, c'est une bébite bizarre. Eux autres, il n'y avait pas juste une taxe carbone, il y avait 2 taxes carbone, mais la deuxième, c'est pas une vraie taxe carbone. En fait, c'est encore moins de taxe carbone que ce qu'est le marché du carbone au Québec. C'est vraiment un règlement qui a été passé puis qui ajuste essentiellement les prix. Fait que c'est assez particulier, mais c'est pas refilé aux consommateurs de la même manière, mais c'est assumé par les automobilistes. Fait que c'est pour ça que on trouve des prix plus élevés en Colombie-Britannique. Là, c'est un peu particulier leur situation, mais il en reste qu'on est quasiment kiff-kiff avec eux autres, malgré le fait qu'ils ont autant de taxes que nous, en fait. Tu as écrit une lettre au premier ministre.
D'abord, premièrement, il faut se poser la question, est-ce que le premier ministre lit autre chose que ses livres plates? Ça, c'est la question numéro 1. Résume-moi donc un peu la lettre que tu as, je pense que c'était dans les journaux de Québécois, je crois. Raconte un peu quel est d'abord le contenu de la lettre et qu'est-ce que tu voulais accomplir avec cette lettre-là pour shaker le premier ministre ou encore lui faire comprendre qu'on a des urgences à quelque part qu'il faut qu'il adresse au plus sacrant. Donc, raconte un peu toute l'histoire derrière ça. Ben, en fait, l'exercice, ça se fait en parallèle de plusieurs choses. En fait, pour répondre à la première question, je pense pas qu'ils lisent tous les livres non plus. Je suis pas sûr qu'ils lisent mon texte non plus. Ceci étant dit, je pense que ce que je voulais faire, c'est essentiellement shaker pas nécessairement le premier ministre lui-même, mais plutôt les lecteurs et auditeurs qui vont passer par là. Puis peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont être convertis ou comprendre l'impact de l'explosion de la fonction publique sur leur portefeuille puis sur les finances publiques du Québec. Parce que c'était pas mal ça le but essentiellement. C'est de dire que c'est bien beau de faire un ménage de surface comme il fait présentement. Faut se rappeler, il y a quelques semaines à peine, François Legault il avait annoncé, pas lui directement, mais plutôt son gouvernement a annoncé qu'il allait réduire d'environ 2000 postes le nombre de fonctionnaires dans la fonction publique québécoise d'ici 2026, ce qui est quand même bien cute parce qu'au final, ils en ont ajouté 116 000 en tout et partout depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir. Donc, ils ont ajouté pas loin de 12 000 postes directement dans les ministères, vraiment dans l'appareil de la fonction publique, puis le reste a été ajouté dans le parapublic. Mais au final, ça reste tous des employés à la solde du gouvernement, donc des contribuables. Puis ça, il a mis ça jouer avec les chiffres, mais la réalité, c'est que quand on va voir même le nombre d'embauches qui ont été faites dans la fonction parapublique, donc on va regarder le système de santé, l'éducation et autres, bon, on se rend compte que près de la moitié de ces embauches-là, c'est carrément des employés de bureau et de soutien logistique et autres. Donc, c'est pas des employés de première ligne, c'est pas des infirmières, c'est pas des professeurs, des préposés aux bénéficiaires, des policiers, etc. Il y en a des policiers qui ont été engagés, des infirmières et autres, mais ils sont minoritaires par rapport à la bureaucratie qui, elle, tant dans le parapublic que dans le public, a augmenté. J'ai vu justement Sonia Lebel réagir à ça. Fait que, tu sais, si j'ai pas eu une réaction de François Legault, j'ai quand même une réaction de la présidente du Conseil du Trésor, que je tiens à rappeler est pas tout à fait Martin Coiteux en termes de résultats, parce qu'on est pas mal à côté de la plaque, là, pas à peu près. Je veux dire, son héritage jusqu'à maintenant, c'est pas mal elle qui est responsable en très grande partie. Je veux dire, ma lettre blâme François Legault, avec raison, parce que c'est lui le premier ministre. Mais celle qui est responsable de l'explosion de la fonction publique, en 2 temps, c'est Sonia Lebel. La première, c'est pour l'embauche. Il était supposé couper 5000 postes comme c'était promis en 2018. C'est jamais arrivé. Il en coupe 2000, mais à la fin complètement. Tu sais, c'est comme si tu gagnais 200 livres puis tu perdais 5 livres par la suite puis tu te félicitais. Tu sais, c'est comme, ça, c'est pas de même que ça marche. Puis l'autre point, c'est que Sonia Lebel, c'est quand même elle qui a mis le genou à terre devant les syndicats pour leur donner des conventions collectives qui sont beaucoup trop généreuses puis qui sont hors de, qui sont impayables, insoutenables en fait pour les contribuables. Puis c'est la raison pour laquelle on se ramasse avec des déficits structurels aussi importants année après année. Le déficit qu'on a eu en 2024 de 9,4 milliards, c'est en bonne partie à cause de ça. Puis le déficit qu'on a cette année de 13,6 milliards, c'est également à cause de ça. Fait que bref, c'était un rappel parce qu'au final, on a blâmé pas mal Justin Trudeau, avec raison, pour l'explosion de la fonction publique qu'on a observée au gouvernement fédéral dans les 10 dernières années. T'sais, on parle du fait qu'on a engagé 99 000 nouveaux fonctionnaires, il y avait pas loin de 100 000 fonctionnaires en 10 ans. On a augmenté les dépenses de 43 % en rémunération. Puis tu sais, ça vaut la peine de dénoncer. Même c'est rendu que Carney essaye entre guillemets de faire le ménage là-dedans. On a hâte de voir ce que ça va donner. Mais quand on regarde François Legault, lui, depuis 2018, il a augmenté la taille de la fonction publique de 24 %, 116 000 postes. Mais quand on regarde la rémunération globale, ça a augmenté de 43 % en 7 ans à peine. C'est énorme. Là. Ça a augmenté plus rapidement que la fonction publique fédérale. Donc, on a vraiment un gouvernement au Québec qui a été beaucoup plus généreux avec la fonction publique que ce que Justin Trudeau lui-même a fait avec sa propre fonction publique quand on compare les pourcentages de croissance l'un à l'autre. Donc, bref, je ne sais pas si j'ai converti énormément de gens qui lisent les journaux de Montréal et autres, mais ceci étant dit, je me dis que la lettre a dû faire son chemin, parce que si Sonia Lebel a réagi sur X par rapport à ça, c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes dans le cabinet ministériel qui doivent se poser des questions, puis ça serait pas la première fois. S'ils commencent à couper dans la fonction publique présentement 2000 postes, c'est parce qu'ils ont réalisé à quel point c'était insoutenable les choix qu'ils ont fait dans le passé, puis ils essaient de faire ça en catimini, un genre de petit ménage sur la dernière ligne droite avant les élections. Mais non seulement ça va passer inaperçu, mais ça va pas assez loin pour que ça ait un impact à long terme. Plus de Nick Gagnon dans la version Prime de Radio Pirate. Allez sur radiopirate.com pour vous inscrire. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. The
RadioPirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Bon matin, Québec. Gilles Parent. Jill. On a fait 1h20 sur la version Prime ce vendredi. On a fait un Freestyle Friday parce que Carlos va revenir après la fête du travail. Donc, on est avec Gilles pour le Freestyle. On a jasé toutes sortes de sujets. Et on a jasé, entre autres, de la carrière, je dirais du crash de la carrière politique de Geneviève Guilbeault. Et ça nous a amené à parler un peu de ce qui s'en vient avec la CAQ, le PQ, le PCQ, etc. On en parle avec Gilles Parent sur Radio Pirate Live. Je change de sujet. J'ai fait une petite recherche parce que je me suis posé la question cette semaine. J'ai dit, je pense que je vais faire une petite recherche pour les auditeurs de Radio Pirate avec Jeff, OK? Je t'explique. Pourquoi j'ai fait une recherche et sur qui j'ai fait une recherche et pourquoi j'ai fait ça à ce moment-ci. Tu vas comprendre que la commission Galland, puis là, Bonnardel, puis Mme Guilbeault qui s'en vient, j'ai dit, attends un peu, là, et là ça va, on va peut-être... Je te dis pas que ça... Moi, je crois pas que ça va tout changer. Je pense pas qu'il y ait des gens qui vont perdre leur job pour ça, mais on va brasser de la merde un peu. Mais là, j'ai dit, moi, jamais long. Je me semble que quand, en 2018, la CAQ est arrivée, la plus grande invention depuis le pain tranché, c'était Mme Guilbeault, Geneviève Guilbeault. C'est quoi son genre d'Instagram avec le chiffre 3, là? T'as-tu remarqué? Non. Je te la suis pas. Oui. Elle donne même un peu. Je suis même pas sur Instagram. Elle a ses 3 doigts. Là. Tout le monde se demande c'est quoi qu'elle veut dire par là. Je sais pas. Mais trop. Écoute, j'ai fait un petit timeline, OK? Pas trop long. Je te dirais, pour expliquer la descente aux enfers de Mme Guilbeault. Parce que c'est vraiment une descente aux enfers. Mais pour rappeler aux gens à quel point a été populaire assez longtemps. OK, on commence. Quand a été élu Louis Hébert en octobre 2017, ça se peut-tu? C'est de 2017 ou 2017? C'est elle qui a fait exploser la CAQ. OK. Écoute, elle devient... C'est cette élection-là qui nous a montré que la CAQ était sur le point de devenir le gouvernement. Cette élection-là, oui, parce que c'est notre coin à nous autres dans le temps. Oui. Donc, c'était le coin où ce que Sam Hamad était. Absolument. Là, libéral full. Oui, complètement. Et là, elle devient une vedette parce que c'est une belle femme, grande, très articulée, elle jase, puis elle prend de la place. Et attention, elle est mais elle est nommée, et surtout, je parle en termes de pouvoir politique, je te dis le public, nommée vice-présidente, vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique, c'est un gros ministère, donc elle est là, et jusqu'à 2021, je te fais grâce de toutes les étapes, jusqu'à 2021, elle a une popularité qui est stable. Il y a un sondage à la fin 2021, ça fait pas 1000 ans, là, Jeff, OK, qui dit que... C'est elle qui va devenir quasiment première ministre. 57% d'opinion favorable, c'est énorme. Oui. OK? Et en décembre 2021, elle dépasse en popularité François Legault. Moi, je ne me rappelais pas de ça. Oui, non, je me rappelle. Elle est plus forte que Legault. Je me rappelle. Tu sais, quand tu dis Sky High, elle était vraiment très haute, parce qu'aujourd'hui, les gens disent tant qu'elle s'en aille, puis on continue, 2022, ça fait pas longtemps. La gestion régionale est critiquée. Donc, on dit qu'elle manque d'enthousiasme, d'implication dans tous les projets structurants. Troisième lien, même la promenade Champlain qui était là, elle n'a pas été à la conférence de presse. Puis le tramway, elle se mêle pas de ça. Donc, elle s'en mêle pas, mais comme elle se présente pas puis elle a un rôle de ministre, les gens, elle commence à être critiquée par les commentateurs. Après ça, 2023 arrive sa fameuse perception qui est restée collée à elle, l'arrogance. Alors, on la qualifie d'arrogante. On dénonce sa manière qu'elle a géré l'abandon du projet du troisième lien. Par son ton jugé moqueur en commission parlementaire, elle s'est mise à rire des gens qui tripaient sur le troisième lien, alors qu'elle, elle le défendait avant. Oui. Donc, elle a perdu, tout comme Legault avec Louis Hébert, elle a perdu beaucoup de crédibilité à ce moment-là. Elle est arrivée avec les cartables. Et tout comme Legault, exactement, la pile, tout comme Legault, volte-face qui lui fait perdre une crédibilité instantanément. Prise de distance avec la science et la perte de crédibilité, la pire, c'est en 2024, donc l'année passée. PLQ critique ouvertement le parti pour avoir nié un avis de la SAAC proposant des sanctions, surtout entre 0.05 et 0.08. C'est son dossier parce qu'elle est là. Elle a donné une opinion, mais elle a été obligée d'admettre qu'elle n'avait pas lu l'avis. Ça fait ordinaire en tabarouette. T'es ministre. T'es ministre, puis tu lis pas. Oui, mais pas sérieux, ça. C'est qu'on se rend compte. Donc, l'opposition est à bras raccourcis contre elle. Crise dossier de la SAAC et manquement parlementaire 2025, projet SAAC-LIC. Bon, et surtout, n'oubliez pas que et Bonnardel et elle, le temps nous le dira,
ont dit qu'ils ont appris ça, eux autres, quand le scandale a éclaté en 2024. Alors que cette semaine, on a appris qu'en 2020, M. Bonnardel est au courant. Ouais. Mais là, on sait ça, Jeff, c'est ça que je t'en Mais parle. toi, quand tu finissais ton show à Choix, là, avant... Toi, tu es parti de Choix en 2007? 2007. Quand tu finissais ton show, puis que le 6-6 commençait avec Marteau, là, puis tout ça, là. Puis même à un moment donné, il y avait Vince, à un moment donné, il y avait le fils André Arthur, il y avait... Oui. Mais les boys, ils commandaient toujours de la Domino's de Dan Bouchard. Ben oui, Dan. Hein? Beau Ben, Dan. c'est elle qui venait livrer à Pids. Arrête. Ben oui, à 6h moins 5, avant que les boys arrivent, la grande qui rentrait avec ses lulus, C'est c'était vrai? elle. Ben oui, c'était Mais elle. moi, tu m'apprends ça matin, là, Ben oui. excuse-moi. Ben oui, c'était elle avec les lulus qui arrivait avec son kit blanc et tout, puis qui était contente de venir à Choix, venue porter des... Mais je vais te donner des points spécifiques de la descente. OK. Il en manque un petit peu? Moi, je trouve qu'il en manque. OK. Ah ouais, donc. 1, l'annonce pendant COVID que si on est avec du monde ou qu'on sort de la maison après 8 heures, elle fait une conférence de presse, puis il y a quasiment en arrière d'elle, là, il y a des tanks. il y a quasiment un tank de guerre. C'est ça. C'est pas elle qui dit dénoncer aussi? Oui. Ça, c'est grave, là. Et on apprend en même temps qu'elle a laissé son chum, même si elle vient d'accoucher, puis qu'elle fait des petites visites qui sont pas pendant la COVID légales Elle, avec un autre homme à Montréal. C'était ça? C'était Montréal, là, le gars avec qui elle était? C'était qui déjà? OK, elle est plus citoyenne, elle est juste ministre, elle a peu. Elle a peu. Et les grands-parents gardaient les enfants. À Québec. Alors qu'on n'avait pas le droit de voir les grands-parents. Ah, OK. Fait que c'est là, t'es 2 strikes, là. 2-3 strikes. Mais elle n'avait pas eu une relation avec un autre ministre? Ah oui, c'est ça. C'était avec Coulombe, Lacombe. Lacombe. C'était avec ministre de la Lacombe. famille. Le gars de la famille. Ben oui, le ministre de la Il avait le droit, famille. mais c'est la famille. Ben là, il voulait avoir plusieurs familles. Il y en avait plusieurs. Nous autres, on avait son chum de temps en temps qui nous écrivait. Il est en crise à ce temps-là. Ben oui. Lui, il travaillait à l'Assemblée nationale, à sécurité. Il voyait passer à tous les jours. Donc, ça allait pas bien, son affaire. C'est moins connu ce que tu dis, mais ça ajoute. Ben oui. Ça ajoute. L'autre à point, l'arrogance, je l'autre dirais. point, le jeu de mots à l'Assemblée nationale. Tu ne te rappelles pas de ça, du concours de jeu de mots? Oui. Je réponds à l'opposition, puis je fais un concours avec la gang qui m'écoute dans le bureau. Elle a une banque de mots en réserve, puis pendant qu'elle parle, faut qu'elle passe les mots. Faut qu'elle dise des mots. Puis à dans chaque son- fois qu'elle passe un mot, la personne qui l'entend dans le bureau met 10 points. Moi, c'est ça. Elle l'a Donc, dit qu'elle faisait? On l'a pogné. Ils l'ont pogné. Ah, ils l'ont On l'a pogné. Ça, L'autre écoute. affaire, à l'Assemblée nationale, elle se fait les ongles. Alors qu'elle est questionnée sur un sujet important. Oui. Donc, elle écoute à moitié, là? Je sais pas là. Elle est pas là. C'est que c'est Mais c'est pas une personne sérieuse. Mais ça tient de l'arrogance aussi, je m'en fous. Oh c'est ça oui, que ça veut dire. c'est pas... Puis probablement qu'ils sont... Parce qu'elle, on la connaît, mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs de même. C'est des gens qui s'en vont là et ils s'en vont comme s'amuser un peu. Tu sais, je veux dire, c'est pas une... Tu gères 164 milliards de dollars. Là. Donc, ça peut pas être... C'est ça. Ça peut pas être un club med. T'as raison, Mr. White. Ça peut pas être un club med. Donc, ces petits points-là ont fait qu'elle a déboulé. Hey, on n'en parle pas souvent, là. Il y en a plusieurs qui ont déboulé. Trudeau a déboulé, Legault a déboulé. Elle, on l'oublie, là, qu'elle a déboulé. C'est pour ça que je voulais y rendre hommage ce matin. Oui, c'est un bel hommage. C'est un bel hommage. Elle est dehors. En fait, dans les sondages, on voit qu'il n'en restera pas. Il ne restera pas un seul ou une seule caquiste. Mais il y en a qui vont sauter en bas du bateau avant qu'il coule, là, parce qu'il reste un an. Moi, je pense qu'il y en a qui vont se trouver d'autres choses avant, là, qui vont trouver que ça prend plus de râteaux au chalet. Moi, je pense pas que tout le monde va attendre de se faire planter. Là. Il y en a qui vont partir avant. Tu penses pas qu'il y en a qui vont quitter? Oui, mais ils vont où? Ouais. Ils peuvent aller dans le privé. Gars, celui qui rit le plus, là, puis qui a les dents plus blanches que jamais, c'est Fitzgibbon. Oui. Lui, il est où, d'ailleurs? Il est rendu dans toutes sortes de compagnies qui ont eu de l'argent du gouvernement. Oh, il ne doit pas être mal pris tant que ça. Mais lui, il nous en a passé une vraie. Puis sous le, je te dirais... Mais sous vite de même, l'approbation- comment tu trouves ça que les Québécois... J'essaie de comprendre pourquoi les Québécois, dans le sondage de cette semaine, pourquoi les Québécois voient dans PSPP et le PQ le changement pour remettre le Québec sur la traque. Ah, bon, je ne crois pas. Je les avais blancs. C'est Non, un mais sujet... on y croit pas, je sais que tu ne crois pas, mais Non. comment les gens... Puis je sais qu'il y a beaucoup de vieux qui écoutent la TV, puis etc., puis ils veulent garder le statu quo.
Mais il y a quelque chose de profond là-dedans. Oh, le cheminement qui les amène là, c'est quoi? Jeff, moi, j'ai demandé à mon fils, as-tu demandé à tes filles? Tu sais, quand ils disent, ils n'ont jamais vu ça depuis 30 ans, la hausse de la souveraineté et l'indépendance chez les jeunes. C'est pas vrai. Là. Dans le sondage de cette semaine, on a vu que c'était faux. Là. Moi, j'ai demandé à mon fils, j'ai dit, t'es à l'école, t'es entouré plein de monde, mais pas juste en médecine, là, Oui. dans toutes les disciplines. Il dit, il n'y a personne qui parle de ça. Je sais pas d'où ça sort. Personne. C'est une invention du PQ. Ça, c'est une invention. C'est une invention. Mais écoute, c'est le sondage de Léger Marketing. S'il y en a qui sont capables d'essayer de twister de quoi pour le PQ puis l'indépendance, c'est toujours bien Léger Marketing. D'où ça vient, là? C'est la famille Léger qui est la plus grande famille de souverainistes au monde. Normalement, le professionnalisme... Ils n'ont même pas été capables. Ils n'ont même pas été capables de jouer avec les chiffres. Là, les chiffres, tu vois, tu dis, OK, finalement, 18-34, il n'y a aucune montée en flèche. Zéro. Je pense que, écoute bien, tu vas peut-être rire de moi, là, mais je le pense sincèrement. Puis c'est pour ça que je te dirais en même temps, ça tient à un fil, cet appui-là du PQ. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent très solide le chef, qui trouve qu'il parle bien, puis qu'il est pas si mal, puis il est présent, puis il est pas langue de bois, c'est-à-dire mais en même temps, aime ses idées ou pas, c'est pas ça que je dis. Mais dans les dossiers, il va intervenir, puis il a pris quelques idées un peu plus de droite, il a essayé, tu sais, il a été un peu habile là-dessus, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, de ce que j'entends, là, je te dis autour de moi, parce que c'est de ça qu'on parle. Pourquoi? Il y a des gens qui disent, moi, j'aime bien ce gars-là, mais quand ça va être le temps de voter, tu vas voir que ça va changer en baptême. Moi, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, je fais une prédiction, là, je peux le dire ici aujourd'hui, là, je vais t'en faire une. Un de ceux qui va monter le plus, c'est Rodriguez dans la prochaine année. Ça, je crois pas. Non, attends, moi t'expliquer pourquoi. T'es pas obligé d'être d'accord. Parfait, c'est le fun qu'on soit pas d'accord. Non, mais je crois pas parce que je trouve que les premiers pas nous ont montré que c'est un Trudeau. L'histoire de l'immigration et toutes ces affaires-là. À part le Montréal anglo-ethnique, tout ça. Oui, mais non, mais tu vas t'expliquer Franco, pourquoi. c'est dur en crise. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est tout aussi bizarre ce que je vais dire que de voir que les gens se garochent sur le PQ. C'est parce que c'est de tout temps au Québec, puis regarde dans l'histoire, quand ça s'est mis à brasser avec le Parti québécois au début des années 80, Bourassa est revenu. Le monde disait, voyons, Bourassa, comment ça? Parce que le Parti libéral... Moi, je te dis, présentement, même si c'est Rodriguez, tu vas rire, parce qu'on dit tout le temps, c'est le chef qui mène le parti, je pense que présentement, la plus grande force de Rodriguez, c'est le Parti libéral du Québec, qui est un genre de fourre-tout nationaliste. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas gênant. Joe Hamel, c'était un ancien leader jeune libéraux. Quand il y a 15 ans, 10 ans, quand il y avait le regroupement, il y avait quoi? Combien il nous a dit? Il a dit 4-5 000. Il pouvait avoir 4-5 000. Oui, c'est ça. 3-4, je me rappelais 3-4 000. Ouais. Il y avait 3-4 000 délégués. Dans la salle pour les jeunes libéraux. Dans la salle, puis des patentes. Là. Juste les jeunes libéraux. Là, ils l'ont fait la semaine passée, ils étaient 25. C'est ça. Non, ils sont pas en santé. Non, c'est pas ça que je te dis. Je te dis, la plus grande force en prochaine année pour Rodriguez, c'est le Parti libéral du Québec. Donc, qui est un endroit... tu penses qu'elle a encore une valeur? Ça fait 125 ans, puis elle n'a jamais été complètement à terre. Le PQ est tombé à 2 députés. Là, tout le monde les voit. Moi, je les vois pas pantoute au pouvoir. Mais s'ils sont... Je vais me tromper. Le PLQ franco... Donc, enlève les ethnies puis le côté anglophone. Ils se sont ramassés à la même hauteur que le PQ. Je vais te faire ça niaiseusement, OK? Je sais que les Québécois peuvent nous surprendre. La famille québécoise moyenne. Ils vont arriver, ils vont dire la CAQ, c'est fini. C'est assez, là. Bon, OK, on oublie la CAQ. Parfait, il reste PQ, PLQ, Québec solidaire, oublie ça. Il reste même pas une demi-personne. Puis après ça, le Parti conservateur. Ah, peut-être. OK, tu dis plus à droite, mais pas extrême droite, comme j'ai entendu. Puis ça, c'est un autre sujet, on en reparlera. J'aimerais qu'on en revienne sur ce sujet-là, mais je sais que vous avez dû le brasser pas mal. PQ, donc la personne dit PQ, ouais, l'article 1, l'indépendant, ils vont fesser là-dessus, comme ça s'est toujours fait dans l'histoire. Le PQ est au pouvoir avec Bernard Landry, avec Jacques Parizeau, puis avec Lucien Bouchard. Je suis pas en train de dire qu'ils ne peuvent pas revenir au pouvoir. Moi, j'y crois pas, mais ça peut arriver. Mais s'ils rebrassent l'indépendance, ça va être dur. Mais le Parti libéral va jouer cette carte-là. Le Parti libéral va jouer l'économie. Parfait, mais tu vois exactement... C'est plus facile d'aller là. Tu vois exactement où je voulais que tu t'en ailles. Moi, je pense comme toi, mais moi, je pense que Éric Duhaime a une opportunité entre les mains. Oui. On l'a vu dans Arthabasca. Parce que dans Arthabasca, ça s'est joué en deux. Puis Arthabasca, tout le monde dit « Ah ouais, mais ça, c'est une place conservateur. » Ça ne l'est pas. OK? C'est le 12e comté le plus conservateur. Il ne fait pas partie des 8-9 faciles. C'est pas la Beauce, mettons. C'est pas la Beauce, c'est pas le sud de la rive sud de Québec. C'est pas ça partout. OK? À cause de Victo. On l'a vu dans les sondages. On l'a dans les boîtes de scrutin, en fait. Mais il a augmenté quand même le vote, là. Ben, il y a eu 35 %, Chris. Il y a eu 35 des votes. Ça veut dire que si Éric devient l'alternative à PSPP et qui se place comme étant... Je sais qu'Éric a été un oui toute sa jeunesse. Puis, oui, mais il n'est pas seul à avoir changé. Tu peux t'en nommer plusieurs. Ben oui, je peux t'en nommer. Mais mettons qu'il se positionne comme étant le chef du camp du non, puis qu'il le fait là.
pour devancer, avant que les libéraux se mettent à monter ou que ça commence à devenir naturellement ce que c'était dans les années 80-90 avec les libéraux et les péquistes. Moi, je suis d'accord avec ton cheminement, mais je pense qu'il y a une opportunité pour Éric de détonner pour justement profiter de la faiblesse des libéraux, parce que moi, je trouve que le brand est à terre, puis je trouve que le gars qu'ils ont choisi, on me dit que c'est pas un gars hyper travaillant, c'est pas un super. C'est un délégué, c'est ça que j'ai entendu moi aussi. On dit que, ben là, finalement, c'est un Trudeau avec la patente d'immigration, puis tout. Ça, ça va passer à Montréal. Le Brill Cream d'un cheveu gris, ça t'a pas élire, là. Non. Passé. Donc, on est à la même place, mais moi, je pense que Éric, je sais pas ce qu'Éric va faire, mais je pense que Éric a une opportunité de devenir le nouveau Parti libéral. Parce que, comme tu le dis, il s'appelle le Parti conservateur, mais quand tu regardes le programme, c'est centre-droit pas mal. Là. C'est pas très élevé. Là. On peut pas au c'est le Québec Parti libéral des années 80 quand tu lis ça. Là. Avec tous les programmes qu'on a, à moins de mettre la hache là-dedans, ce qu'ils ne sont pas capables de faire pour 1000 raisons qu'on a dit 1000 fois, tu as tellement de programmes que tu pars à gauche, un peu moins à gauche ou un peu plus à gauche, mais ça me fait rire quand j'entends... Ben, pas rire, ça me fait pleurer quand j'ai entendu la représentante le soir de l'élection, justement, d'Arthabasca, dire l'extrême droite en parlant de... Et je suis content que Mathieu Bock, côté là-dessus, dise là, des sottises, mais il était tellement violent, mais intelligemment, meilleur que ce qu'il est capable de dire aujourd'hui. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il a varlopé cette femme-là en disant, si t'es pas... Ça voulait dire, si t'es pas assez intelligent pour parler, parle pas. C'est pas d'affaire de même. C'est pas vrai. Il faut pas utiliser ça. Non, c'est ça, je te dis. Il faut pas aller là. C'est trop gros ce qui est arrivé, puis on peut pas utiliser ça à n'importe quelle sauce. Non, juste pour, tu vas pas là. Hey, bon retour, Jim. Salut. Thank you, man. Gilles Parent est avec nous autres. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com